Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Samuel Etienne. Il est journaliste, animateur et streamer. Samuel vient des médias dits traditionnels. Il a travaillé sur France Télévisions, Europe 1, RFI, Canal+, et depuis 2016, il anime le mythique Question pour un champion sur France 3. Mais en 2020, sa carrière a pris un tournant inattendu. Il a découvert Twitch, et depuis, il est devenu un des streamers les plus suivis de la plateforme. On va parler de ça et de plein d'autres choses, mais comme l'épisode a été enregistré il y a plusieurs semaines, ne soyez pas surpris s'il y a quelques décalages avec l'actualité. On commence tout de suite par cette question. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment ? C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire que moi, Patrick, je suis un curieux depuis toujours. C'est sans doute pour ça que je suis devenu journaliste. En général, journaliste, c'est curieux. Et j'adore explorer des univers que je connais pas. Tu vois, par exemple, dimanche prochain, j'ai un streamer, un créateur de contenu qui s'appelle Sturi, qui est un passionné de catch. Je veux dire, c'est le passionné de catch en France, c'est un fou de catch. Et il stream et il fait du YouTube sur l'univers du catch. Je l'ai reçu il y a quelques années, un peu sur ce format-là, sur Twitch, pour une rencontre Étienne, la rencontre Étienne, parce que tous mes émissions sont souvent des jeux de mots pas fous à partir de mon nom de famille. Et, et on a fait un live de 7 heures. Wow. Et je l'ai arrêté. Je lui ai dit, écoute, je rentre chez toi, je suis crevé. Parce qu'il aurait pu, tu vois. Et ça, j'adore ces moments de découverte d'un univers que je ne connais pas. Et ben, l'univers du podcast, je ne le connais pas. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien journaliste de radio et de télé, voilà, devenu animateur de jeux un peu par hasard. Mais ma passion première, ma vocation, c'est d'être journaliste. Et puis, j'ai découvert Twitch il y a 5 ans. Heureux accident, qui m'a fait encore emprunter une autre voie. Mais je connais, par exemple, très mal l'univers de YouTube, parce que j'ai jamais eu vraiment de temps pour le consommer, et encore moins l'univers du podcast. Or, je commence à le découvrir, et je le trouve fascinant. C'est encore un continent à explorer, avec plein de créateurs, de créatrices de contenu qui ont des idées, des concepts, des cultures, des sensibilités, des curiosités. Donc moi, en ce moment, mon gros intérêt du moment, c'est ça, c'est d'explorer cet univers-là. D'accord. Ouais, parce que tu as un parcours assez atypique. Je pense même que tu es peut-être le seul dans ta catégorie, en fait. Tu viens des médias classiques, donc tu as travaillé sur Canal+, sur France Télévisions, sur Europe 1, sur RFI. Oui. Et là, donc, depuis quelques années, tu es devenu streamer. Ouais. Avec moi, rien n'est jamais prévu. C'est un peu... c'est sans doute grâce à ça que ça marche. J'ai pas de plan de carrière. Oh, j'en ai eu quand j'étais jeune. Hein. Quand j'étais jeune, moi, je voulais vraiment être journaliste. Enfant, je voulais être journaliste. C'est ce qu'on appelle une vocation. Bon, c'est super. J'ai réalisé ce rêve. Ça m'a rendu très heureux. Ça m'a un peu construit aussi parce que c'est cool de pratiquer une passion au quotidien. Hein. Ça apporte beaucoup. Donc, j'ai eu cette chance. D'abord en quelques stages en presse écrite. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas une plume extraordinaire. Et puis, un jour, j'ai découvert la radio. Et toi, tu connais la magie de la radio. Bien sûr. Être une voix. Tu vois, il y a pas l'image, il y a la magie de la voix et des mots, et c'est fascinant. Donc un jour, je découvre la radio, et cette écriture de la radio, qui n'est pas une écriture de presse écrite, qui est une écriture un peu à part, où tu joues sur la voix, les tonalités, les silences, le débit, plein de choses. Et waouh, j'ai eu un vrai flash. Donc j'ai surtout travaillé en radio, comme présentateur. Je ne suis pas vraiment un journaliste de terrain, moi je suis un journaliste... il me faut un bureau, une chaise et une machine à café pas loin, quoi, tu vois. Okay. Je suis pas un baroudeur. J'aime bien, parce qu'en fait, je suis venu au journalisme pour jouer avec les mots. D'accord. Voilà. Mais il me semble que tu es arrivé sur Twitch par le truchement des quiz. Ouais. Parce que c'est par le biais d'étoiles, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Question pour un champion et étoiles. Ouais. Et Question pour un champion est aussi un hasard. C'est-à-dire que moi, je glisse comme ça d'endroit en endroit, là où je sens que je vais avoir du plaisir et de la liberté. Donc, presse écrite, radio, je découvre le plaisir. Vraiment et puis la télé, quelques années plus tard, où je me rends compte que la caméra ne me stresse pas. C'est juste un gros boîtier à qui je raconte des histoires. Et puis, il y a 5 ans, au plus fort de la crise sanitaire, où on s'est tous un peu réinventés. Parce que le quotidien était bouleversé, pro et perso, donc on a tous fait des choses un peu étranges. Ça te parle? C'est vrai, ouais, tout à fait. Et un jour, le hasard de la vie fait que j'échange avec Étoile, streamer. À l'époque, je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. Sur Twitch, je ne savais pas ce que c'était Twitch. J'avais vaguement vu passer des articles dans la presse économique.
sur Twitch, mais je ne voyais pas bien ce que c'était. Mhm. Et je découvre que c'est un passionné de questions pour un champion et qu'il consomme questions pour un champion. Il en a fait une émission sur Twitch très belle qui s'appelle La Nuit de la Culture. Étoile, c'est un garçon incroyable, très singulier, très curieux, très, très cultivé. Et je fais waouh! Le gars a pris notre émission et on a fait un autre truc qui est génial. Parce que c'est vraiment, c'est pas juste il regarde question pour un champion, ils ont fait quelque chose, quoi. Et donc, je suis vraiment hypé, comme disent les jeunes, parce que ces dernières années, j'ai appris plein de nouveaux mots. Oui, j'imagine, oui, bien sûr. Ça me fait rire. Ouais. Et donc, je suis très hypé par tout ça. Et Étoile très gentiment, me prend sous son aile et il me promène dans cet univers. Il m'invite sur sa chaîne. Et puis, d'autres streamers m'invitent. Ponce, Zerator. Et on parlait de continent exploré. Je fais waouh, qui sont ces gens? C'est cet outil incroyable Twitch de liberté de création, d'interactivité avec le chat, un outil qui relie les gens. Hein. Moi, en télé ou en radio, je parle un peu dans le vide. Oui. De temps en temps, l'auditeur ou le téléspectateur, il t'envoie un mail ou un courrier, mais l'interactivité, elle n'est pas folle, quoi. Et là, tu as un retour à l'instant T des gens à qui tu envoies quelque chose. D'ailleurs, ça s'est passé comment, cet apprentissage pour toi? Cette interaction avec les gens, alors que tu avais l'habitude de parler effectivement devant une caméra? En fait, superbement, parce que moi, ça, sans m'en rendre compte, ça me manquait beaucoup cette dimension de ne pas pouvoir parler à ceux à qui je parlais. Cette dimension me manquait. C'est-à-dire la dimension verticale d'envoyer des infos ou du divertissement vers les gens sans qu'ils puissent réagir. Moi qui suis très curieux des gens et des autres, on revient à la curiosité. Une personne, pour moi, c'est un univers. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent mais moi, j'ai rien à raconter. C'est rien de plus faux que ça. Une personne, c'est un parcours. Bien sûr. Une sensibilité, toi qui es curieux des autres aussi, tu le sais, des aventures, des choses inouïes parfois. Un regard. Oui, et les gens ne se rendent pas compte de leur singularité. Donc moi qui suis fan de ça, subitement, j'avais des milliers de gens avec qui discuter. Et je suis tombé en amour pour cet outil, quoi. Je suis devenu accro. Et donc j'ai demandé à Étoile de me montrer un peu techniquement comment on pouvait investir cet univers, maîtriser le fameux logiciel de streaming OBS. Bien sûr. Hein, voilà, qui est quand même une usine à gaz au début. Ouais. Je fais, attends, quand tu comprends que tu vas devoir gérer ton son, ton image, la vidéo, donc la lumière, le soft OBS pour gérer tout ça, et puis les problèmes de hardware, de PC et tout, quand tu viens d'un univers un peu classique comme moi, au début, tu fais « mais je vais jamais y arriver ». Ben oui, t'es reparti de zéro, vraiment. Mais Étoile a eu beaucoup de patience et il m'a un peu pris par la main. Tu vois, je prenais des petites notes et puis finalement, ça s'est bien passé parce que tout s'apprend. Et j'ai beau avoir une vie pro hyper sympa avant, on va dire pendant 25 ans, mes 5 dernières années, je dis souvent, je vis ma meilleure vie pro aujourd'hui. Et pourtant, c'était déjà bien avant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as été accueilli dans cet univers. Alors que tu aurais pu être perçu avec méfiance en venant des médias classiques. Et aujourd'hui, tu fais partie des streamers les plus suivis. Oui, alors j'ai eu de la chance et aussi les gens ont senti que je venais sincèrement. En ami. Oui. Et notamment, ils ont vu au début que j'explorais cet univers sans streamer. C'est-à-dire que entre le moment où Étoile m'invite pour la première fois et le moment où je lance ma chaîne Twitch, il y a 9 mois. Parce que moi, je suis pas un rapide. Okay. Je suis pas un rapide. C'est-à-dire que je suis invité à droite, à gauche. Je fais ah, quand même, c'est bien votre truc et tout. Je regarde. Et au bout de 9 mois, je vais voir Étoile. Je dis, mais est-ce que tu crois que quelqu'un comme moi, de mon âge, de ma génération, avec mon parcours, est-ce que tu crois que lui aussi peut streamer? C'est là où Étoile est quelqu'un de très ouvert, parce qu'il aurait pu dire, écoute, t'es gentil, t'as 20 ou 30 ans de trop, et puis c'est une culture qui n'est pas la tienne, et c'est Brest peut-être où t'es là. Et en fait, ça n'a pas du tout été sa réaction. Il dit, bah ouais, bien sûr. Et il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, je sais pas, moi je suis un amoureux des journaux, j'adore faire des revues de presse, ça c'est l'exercice journalistique que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est prendre les journaux le matin, les lire et raconter un petit peu ce qu'il y a dans la presse avec mon petit regard à moi. Je lui dis, j'ai envie de lire les journaux. Il me dit, tu veux lire les vieux journaux en papier, là, sur Twitch? Et il a rigolé. Et il m'a dit, ok, on fait ça. Mais quand j'ai lancé mon premier stream, en fait, tous les gens qui me voyaient traîner un petit peu dans leurs pattes depuis 9 mois, de stream en stream, ils avaient bien vu qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée, quoi. C'était un vrai... un vrai intérêt sincère, quoi. Et donc, je pense que cet alignement des planètes, c'est-à-dire d'être introduit déjà par des streamers, c'est-à-dire que j'étais un peu, comment on dit, sous le patronage, finalement. Oui, bien sûr. Il y avait ce côté accompagné, introduit, et quand j'ai annoncé que j'allais créer ma chaîne Twitch, avant même mon premier live, j'avais des milliers de followers. D'accord. À cause de ça. Donc, les gens avaient vu que j'étais sincère, et puis après,
Bah, comme j'étais dans une vraie volonté d'échange et que je venais là pour ça, pas pour raconter mes trucs, mais pour voir ce que les gens en pensaient, les gens ont dit ok, bah le vieux là, il est compatible avec notre Oui, truc. t'as un Quoi. peu été adoubé par les gens du milieu, quoi. Ouais. Cette Et manière de montrer patte blanche. avec parfois, alors, Ouais. parfois tu sais, il y a beaucoup de streamers et de streameuses. Parfois, il y avait des gens qui étaient un peu plus circonspects. Mm. En disant, qu'est-ce qu'il vient faire lui? Et la crainte qui s'exprimait, que j'ai compris au bout de quelques temps, c'était mais est-ce qu'il va pas nous amener le monde de la télé, Oui, des voilà, médias ouais. Est-ce qu'il va pas nous envahir lui Ouais. et ses petits copains? Et il y avait cette crainte du gars qui enfin, faussement gentil et qui a une idée à la tête. Et quand Ouais. les gens ont compris que j'arrivais pas du tout avec mon univers à moi, mais bien pour découvrir le leur, oh bah, à partir de ce moment-là, ça allait. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tu es arrivé justement avec ton univers journalistique, tu faisais des revues de presse, mais petit à petit, c'est l'univers de Twitch qui t'a contaminé. Et tu t'es mis à jouer. Aux jeux vidéo. Donc, bah, ça aussi, c'était pas prévu. Comme toujours, moi, je prévois jamais le truc d'après. Et encore une fois, c'était lent. Hein. Je dois faire, je pense, la revue de presse comme ça pendant 2 ans et demi. Tu vois. Donc, en gros, je faisais ce que je faisais avant, mais sur Twitch, avec la dimension interactive. Et puis, quand même, au bout de 2 ans et demi, je dis à mon ami qui s'appelle Joe, qui est réalisateur et producteur et qui m'accompagne un peu dans mes aventures sur les streams un peu compliqués dès qu'il y a un peu de prod. Je lui dis, Joe, quand même, le cœur du réacteur, surtout, c'est le jeu vidéo, quoi. La passion qu'il y a autour du jeu vidéo, de cette culture, ces gens qui streament du jeu vidéo pendant des heures, qui jouent ensemble, qui créent des événements. Cette passion est incroyable. Est-ce que tu crois que moi aussi, je pourrais explorer cette culture jeu vidéo? Je me rappelle, Joe, à l'époque, il me dit, mais bah non. Il me dit, mais tu te rends compte du nombre de gens déjà qui proposent ça? Qu'est-ce que tu vas apporter, toi? Toi qui n'y connais rien. Et puis, comme je suis un peu têtu, je me suis dit, mais c'est quand même marrant justement que quelqu'un comme moi s'intéresse aux jeux vidéo, parce que j'ai pas trop le profil. Et donc j'ai créé une émission qui s'appelle Samplay, qui existe toujours, qui a 2 ans et demi. Et tous les dimanches soirs, je reçois un streamer ou une streameuse, ou un invité qui n'est pas forcément streamer. J'ai reçu Camille Combal il y a pas longtemps, par exemple. Et il me présente son jeu vidéo préféré. On en profite pour parler de lui, de l'invité, de son parcours. Tu vois, dimanche dernier, j'avais un gars étonnant parce que il s'appelle Bruno. Lui, c'est un fou de jeux de simulation, comme Farming Simulator, par exemple. Okay. Et, mais dans sa vie d'avant, donc aujourd'hui, il est en Bretagne. Il y a longtemps, il a travaillé dans l'univers du jeu vidéo, voilà, un peu comme en dev, enfin, d'après ce que j'ai compris. Après, il est devenu journaliste spécialisé sur les questions agricoles. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, il est streamer spécialisé sur les jeux de simulation. Et notamment, il fait des mods sur Farming Simulator. Donc comme je suis curieux, je fais un petit peu les gens se raconter. Ouais. La semaine d'avant, j'avais eu Ava Mind, qui est une streameuse de Bordeaux, qui est notamment une passionnée de musique et qui est DJ. Donc elle m'a initié au mix. C'était assez rigolo. Et puis après, on joue aux jeux vidéo que la personne veut me faire découvrir. Et ce faisant, en 2 ans et demi, bah, j'ai découvert comme ça plus de 70 jeux vidéo. Plus les jeux vidéo auxquels je me suis mis à jouer. Et donc, c'était pas prévu, mais aujourd'hui, un de mes axes à la fois de curiosité et de création de contenu, c'est explorer cette culture vidéoludique qui m'était totalement inconnue, quoi, et qui est fascinante. C'est fantastique, parce que du coup, t'avais pas de culture vidéoludique avant. Non. Donc ça s'est créé sur le tas. Ah ouais. Et je trouve le concept génial de proposer à quelqu'un de te montrer son jeu vidéo préféré. Parce que personnellement, moi je suis passionné de jeux vidéo depuis que je suis gosse. Ah ouais. Tu vois, donc moi je fais partie des vieux gamers. Hein. Je pense que j'ai commencé, mon premier jeu vidéo, ça devait être en 1985 peut-être. Donc j'ai commencé avec l'Atari 2600 à l'époque où il y avait 3 carrés qui se couraient après sur l'écran. Je l'ai eu celle-là. Ben voilà. Sauf que toi, t'as continué après. Moi, j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'Atari dont tu parles, tu vois. Après, il y avait les premières consoles de poche qui sont arrivées, tout ça. Les Game Boy, voilà. etc., et en fait, donc 85, ça me parle tout à fait. Sauf que moi, vers 88, 89, je vais arrêter. Pourquoi? Parce que le bac arrive, les études supérieures, et le jeu vidéo, toi, tu le sais, le jeu vidéo était un truc sympa à l'époque, mais ne proposait quand même pas la richesse qu'il a proposé ensuite. Ah bien sûr, voilà. oui, ça c'est sûr. Et donc moi, je suis passé à autre chose, et j'ai totalement laissé tomber. Et en fait, quand j'ai redécouvert le jeu vidéo, littéralement, presque 30 ans plus tard, j'ai eu un effet waouh, j'ai dit, attendez, le jeu vidéo, c'est devenu ça. C'est-à-dire que quasiment des œuvres d'art avec des musiques de fou, les graphismes de fou, les histoires de fou. Et là, je me suis dit, ok, j'ai 30 ans de jeux vidéo à rattraper. Génial. Ouais, top. Formidable, parce que du coup, t'as pu
enchaîné les classiques à côté desquels t'étais passé pendant 30 ans. T'as pas eu besoin d'attendre 30 ans qu'ils apparaissent, quoi. Tu les as tous vus. Et du coup, ça crée dans le chat, ça fait créer des commentaires vraiment géniaux en mode ah, mais j'aimerais tellement avoir ta chance de découvrir Exactement. ces grands classiques du jeu vidéo Exactement. qui m'ont fait vibrer il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ouais. Et toi, t'as juste à te baisser, t'as des dizaines et des dizaines et des dizaines Que des pépites. de chefs-d'œuvre. Et les gens m'en viennent un petit peu. Et du coup, est-ce que tu as eu une révélation en particulier sur un jeu? Ouais. Alors, il y a un jeu auquel je joue beaucoup, qui est mon jeu de cœur, pour des raisons que j'ignore, mais il y a eu une connexion, c'est Valorant, donc qui est un FPS, qui est mon premier FPS. Et puis, comme c'est pas un jeu très réaliste, on va dire, c'est pas un jeu de guerre réaliste comme d'autres. Et en fait, je sais pas, il y a eu un truc avec les sorts des agents, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mon niveau est. Alors, le problème, c'est que me mettre un FPS à mon âge fait que, en termes notamment de réflexes et tout, c'est pas fou. La courbe de progression, on va pas se mentir, elle est lente, mais le plaisir est là. Et donc, c'est vraiment mon jeu. Et il n'y a pas de semaine où je lance pas un stream ou deux de Valorant. Tout en jouant à tous les jeux que je suis en train de découvrir par ailleurs. Là, par exemple, je suis dans un petit arc God of War. D'accord. Voilà, notamment celui de 2018, le premier opus qui s'intéresse à la mythologie nordique. Alors là, quand tu tombes là-dessus... Avec son fils. Kratos est avec son fils. Voilà. Bien sûr. Comment il s'appelle? Arceus, avec le petit arc là. Quand tu tombes sur ça, c'est un de ces jeux, tu te dis waouh, quoi. Donc je me régale. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as essayé le fameux clair-obscur? Oui, bien sûr. Ouais, j'y ai joué. Quelle merveille. En fait, c'est quand il est sorti, il y a eu tout de suite ce brouhaha de gens. Tu vois, les gens disaient clair-obscur, clair-obscur. Et à un moment, la commune m'en parlait tellement, je dis quel est ce jeu dont tout le monde parle, quoi. Ouais. Et donc très vite parce que parfois je suis un peu lent, tu vois. Par exemple, là tout le monde joue à Ark Raiders. Ça fait des mois que ma communauté me dit quand est-ce que tu joues à Ark Raiders. Je suis allé voir des trailers, j'ai vu tous mes petits camarades y jouer. Et puis il n'y a pas eu le truc, tu vois. Ouais. Et je sais que je vais y jouer parce que je sais que dans Sameplay quelqu'un va venir me le présenter dans pas longtemps normalement. Mais je vais y jouer des mois après, tu vois. Je suis pas très rapide. Mais par contre, Clair Obscur, je vais y jouer tout de suite. Parce que là, je vois qu'il y a un bouillonnement. Il se passe ça. Et quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait, je pense, 3 streams dessus. Ah ouais, j'ai compris. Dès le début, la musique d'entrée de jeu. Tout. C'est devenu le jeu le plus titré de l'histoire, là. C'est fou. Un jeu développé par un petit studio français, c'est quand même miraculeux ce qui s'est passé. Tout est beau. Le jeu est beau, la musique est incroyable, l'histoire est magique, les graphismes, n'en parlons pas. Et tu as raison, l'histoire du jeu derrière, comment il s'est construit, le petit studio, etc. Le compositeur de la musique qui a travaillé pendant, de mémoire, 3 ans, je crois. Quasiment 3 ans non-stop pour faire la musique du jeu. Donc tout est beau dans cette histoire, jusqu'à effectivement à tous les titres, au prix, au Gauthier notamment, Year, bien incroyable. Sûr, Et c'est vrai que l'histoire est assez fascinante. En plus, c'est français, donc on se dit... on peut pas faire plus français, puisque pour ceux qui n'auraient jamais joué au jeu, c'est une espèce de version uchronique de science-fiction, d'une sorte de Paris des années 20, où tout le monde a un béret, etc. Donc, et d'ailleurs, quand ils sont venus chercher leur prix, je crois que la plupart des gars du studio et des filles avaient le petit béret, la petite marinière. Marinière et tout ça. Non, l'histoire est magnifique. Et tu vois, je suis content de découvrir ça aujourd'hui parce que je trouve que culturellement, pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'intéresserait pas un minimum à la culture du jeu vidéo, je pense peut pas tout à fait comprendre notre époque. Bien sûr. Parce que ça mobilise tellement de passion aujourd'hui que connaître un peu cet univers, je trouve que c'est vraiment une clé importante pour comprendre notre époque, parce qu'aujourd'hui tout le monde joue aux jeux vidéo et pas seulement les jeunes. Et du coup, je suis content de ça. Et puis c'est aujourd'hui l'industrie créative la plus lucrative, puisque évidemment, ça fait partie des critères incontournables pour attester de l'importance d'un média. Et donc, oui, les jeux vidéo génèrent davantage d'argent aujourd'hui que le cinéma, la musique. Donc, c'est devenu le média dominant, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, moi qui suis à cheval entre les deux univers, médias traditionnels et les plateformes et les réseaux sociaux, je suis surpris que dans les médias que je continue à consommer, moi je consomme essentiellement la presse écrite. J'ai pas le temps de consommer la télé et la radio, c'est trop chronophage. Par contre, je suis un amoureux des journaux. Donc le matin, je lis tous les journaux nationaux et j'en fais une revue de presse. Mais ce que je constate, que ces journaux que j'aime, dont je trouve qu'ils proposent une vraie rigueur dans l'approche de l'actualité, c'est pour ça que je les vends à mon public, les articles sur les jeux vidéo sont rares. Il y en a, clair-obscur, bien sûr, on en a parlé.
dans les journaux. Oui, de temps en temps, il y a un petit article sur un phénomène, le jeu dont on parle. Je suppose que quand GTA 6 va sortir, chacun va y aller de son article. Ouais. Mais au regard de son importance culturelle et économique que tu viens d'évoquer, le jeu vidéo est sous-exposé. Quand tu prends dans le Figaro, dans le Parisien, dans Libération, dans La Croix, le nombre d'articles chaque semaine sur les nouveaux albums de musique, sur les films qui sortent le mercredi, demain dans le Parisien, qui est un journal qui aime bien le ciné, ou dans le Figaro, Libé, il va y avoir 2-3 pages sur les sorties ciné. Ouais. Tu vois, donc on voit bien que les médias traditionnels n'ont pas tout à fait compris que dans la culture d'aujourd'hui, il faut aussi parler de la culture du jeu vidéo, et notamment des dernières sorties. Ouais. Même si je pense que inéluctablement, avec le renouvellement des générations, ça va arriver. Les gens qui créent les journaux aujourd'hui sont des gens qui sont nés dans la culture jeux vidéo. Bah oui. Et donc, ils n'ont pas cette espèce de condescendance que pouvaient avoir les journalistes d'avant, puisque ça fait partie de leur vie et de leur histoire. Ouais. Donc, Mais après, souvent, c'est normal d'ailleurs, dans les entreprises, les décideurs sont les plus anciens. Et je pense que les directeurs de la rédaction et les rédacteurs en chef aujourd'hui de ces journaux sont d'une génération un peu plus ancienne, tu vois. Et donc, ça prend peut-être un peu de temps, mais encore aujourd'hui, tu vois, parce que les journalistes, par essence, sont des gens curieux. Ils savent, par exemple, que ce marché, pour parler que de l'économie, est plus important que celui de la musique et du cinéma. Et ils ne se sont pas dit à un moment que cette réalité économique, il fallait la transcrire en article. Exemple intéressant, les Échos. Les Échos qui s'intéressent à l'actualité économique et financière. Eh ben, dans les Échos, tu as beaucoup plus d'articles sur les jeux vidéo que dans le reste de la presse écrite quotidienne, parce que eux, ils savent. Bah oui, alors évidemment, c'est un angle économique. C'est les ventes de tel jeu, c'est les difficultés d'Ubisoft, par exemple, pour parler d'une actualité en ce moment. Mais dans les Échos, ça parle souvent de jeux vidéo, parce que eux, ils savent bien que ça représente, quoi. Ouais, c'est marrant. C'est vachement intéressant. Alors Samuel, est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant récemment? Alors ça peut être une info, ça peut être un fait, peu importe le domaine. Alors l'avantage de lire la presse tous les jours, toi, c'est 2-3 heures de lecture tous les jours. Moi, c'est mon bonheur depuis des années. C'est que j'apprends des choses tous les jours. Tu vois, on en revient toujours à la curiosité qui fait qu'à un moment, elle t'emmène vers ce métier de journaliste. Et il y a quelques semaines, j'ai créé un nouveau rendez-vous le samedi, parce que la revue de presse, c'est du lundi au vendredi. Et le samedi après-midi, j'ai créé une revue de presse des bonnes nouvelles. Pourquoi ? Parce que les gens me disent, disons Sam, ta revue de presse le matin, c'est sympa, mais c'est extrêmement anxiogène. En ce moment, c'est beaucoup les États-Unis avec l'ICE, la police de l'immigration, c'est beaucoup Trump, c'est la crise sur le Groenland, c'est le Venezuela il y a quelques jours, c'est l'Ukraine, c'est l'Iran. Bien sûr. Le gros dossier en une du Figaro ce matin, c'est l'Iran avec la répression du régime des Mollahs contre le soulèvement populaire des Iraniens et des Iraniennes. Bon, alors moi, ça me passionne, mais c'est lourd. Et de temps en temps, ma commune me dit, tu n'aurais pas des bonnes nouvelles? Alors oui, de temps en temps, j'ai une sortie ciné, mais du coup, pour répondre à cette question, à cette demande, de raconter aussi des choses positives, j'ai créé il y a 1 mois une revue de presse le samedi que j'ai appelée, encore un jeu de mots... c'est ta ligne, tu es obligé de faire un jeu de mots, bien sûr. En général, c'est eux qui le trouvent d'ailleurs, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, et ils ont appelé ça le Sam, donc c'est moi, le samedi des bonnes nouvelles. Ok, voilà. D'accord. Et donc, c'est 3 heures de 6, 7, 8 bonnes nouvelles que je suis allé glaner dans la presse tout au long de la semaine. Ok. Et voilà. Et toutes les mauvaises nouvelles, ce jour-là, je les mets de côté en disant, si vous voulez des mauvaises nouvelles, rendez-vous lundi. Et notamment, du coup, je parle beaucoup de science et de santé. Et moi qui n'ai pas une culture scientifique très développée, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions, et du coup, je me rends compte qu'en matière de science et de recherche médicale, eh ben, il y a quand même... c'est vraiment nous qui sommes parfois en recherche de raisons d'espérer un peu en l'humanité, tu vois. Ben, quand tu vois le travail des scientifiques, et parfois des promesses de traitement. Par exemple, samedi dernier, on a parlé de plusieurs équipes scientifiques qui avaient réussi à rendre la vue à des souris aveugles. Voilà. Qui étaient aveugles de naissance de par leur ADN. Et en fait, ils arrivent partiellement à rendre la vue à des souris. Alors évidemment, c'est vertigineux parce qu'on se dit peut-être qu'un jour, on pourra traiter la cécité, les malvoyants. Et il y avait aussi, la même semaine, un article sur le test dans 4 régions en France, très prochainement, d'un dépistage pour le cancer du poumon
Et là, je découvre, tu me disais, qu'est-ce que tu as appris récemment? Eh ben, j'apprends que le cancer du poumon est d'abord un des cancers les plus meurtriers en France et les plus foudroyants parce qu'en fait, il est souvent, enfin quasiment tout le temps, détecté trop tard parce qu'il y a assez peu de signes. Ouais. Et en général, quand on détecte un cancer du poumon, ben, c'est trop Mm. tard. Et le taux de mortalité du cancer du poumon, il est gigantesque. Alors qu'on sait que si on pouvait le détecter plus tôt, eh bien, on pourrait le soigner beaucoup mieux. Et là, eh bien, il y a un espoir parce que, justement, en France, par exemple, on lance dans 4 régions pilotes un dépistage du cancer du poumon auprès des populations les plus concernées. Donc, c'est les plus de 50 ans et notamment gros fumeurs ou anciens gros fumeurs. Et puis après, pour généralisation, avec l'objectif qu'aujourd'hui, c'est 80-20. C'est-à-dire que 80% aujourd'hui en France des gens à qui on a détecté un cancer du poumon, 5 ans après, ils sont plus là. D'accord. Et 20%, ils sont encore là. Et l'objectif du dépistage généralisé, c'est d'inverser ces 2 chiffres. Voilà. Et ben ça, tu vois, quand je lis des choses comme ça me redonne foi en l'humanité. Bah, bien sûr, mais oui, je me dis, évidemment. bon, l'humanité, c'est aussi ça, quoi. Bien sûr, mais alors moi, je suis totalement sur cette ligne-là. Oui. Et en fait, ça fait pas mal d'années déjà que j'essaie de me faire mon propre journal, c'est-à-dire que je vais chercher des infos qui m'intéressent déjà et qui sont susceptibles de me redonner le moral plutôt que de me le plomber, en fait. C'est super ce que tu fais. Hein. En réalité, ça fait des décennies qu'on a accepté, d'une certaine manière, que dans les journaux papier, journaux télévisés, l'actualité, c'était ce qui était le plus dramatique et le plus anxiogène, et on a un peu associé ça à l'actualité. Le journal, c'est les catastrophes. C'est ça. Et en fait, ça, c'est une ligne éditoriale. Il faut pas perdre ça de vue. Un journal, même s'il est le plus neutre et objectif qui soit, c'est toujours une ligne éditoriale, parce que, techniquement, à chaque instant dans le monde, il se passe des millions de choses. Mais oui. Il y a des dizaines et des dizaines de pays à travers le monde dont on ne parle jamais, et dans chacun de ces pays, dans chacune des villes qui constituent ces pays, chaque jour, chaque minute, il se passe 1000 choses. Donc en fait, chaque jour, on pourrait faire 1000 journaux différents, et aucun ne pourrait prétendre avoir plus de légitimité que l'autre, puisque c'est le réel, quoi. Bien sûr. On documente le réel. Et donc, personnellement, j'essaie parfois, en cherchant certains mots-clés, tu vois, et un truc que j'aime bien faire quand j'ai pas le moral, justement parce que Trump plus Poutine plus Iran, bon, et je tape des trucs du genre des mots-clés du style découverte, avancée, espoir, sauvetage. C'est génial. Alors ça je conseille, hein, vraiment, quand vous avez pas le moral, vous tapez... c'est super ça, je trouve. Vous tapez sauvetage ou sauver dans Google, et dans les actualités, et vous allez avoir telle personne sauvée en montagne, telle personne sauvée de la noyade, telle personne... Et ça redonne de l'espoir en l'humanité, comme tu le disais. Et il y a un truc auquel je pense souvent, tu vois, quand il y a des images dramatiques, bon là, l'Iran, la répression, et c'est vrai, c'est atroce ce qui se passe. On parle de 30 000 morts. Enfin, c'est les derniers chiffres, on parle de ça. Une catastrophe absolue. Et face à ce genre d'informations qui est très difficile à encaisser, je repense souvent à cet animateur américain qui s'appelait Mr. Rogers dans les années 70. Donc il y avait une émission pour enfants. Ah oui, mais bien sûr. Tu vois, il y a eu un film. Il y a un film avec Tom Hanks sur lui. C'est comme ça que j'ai découvert son histoire. Voilà. Et donc ce type-là avait dit une fois en interview, quand justement je regardais les infos et qu'il y avait des drames, ma mère me disait look for the helpers. Cherche les gens qui aident. Il y a toujours des gens qui aident. Et je trouve cette idée très forte. C'est vrai que si on se concentre sur les drames, on a vite fait de nourrir notre biais de négativité, quoi. Ça confirme un peu l'image qu'on se fait du monde. Mais si on fait l'effort conscient de chercher les helpers, les gens qui aident, bah ça donne une petite bouffée d'oxygène. Et c'est pas... c'est tout aussi réel, quoi. Je veux dire, c'est pas une fantaisie, c'est pas une affabulation. Il y a aussi du bon et du bien et des gens qui aident. Mais tu sais, par ta démarche, tu soulignes quelque chose de très intéressant. Pourquoi les médias rapportent autant les mauvaises nouvelles ? D'abord, c'est parce qu'il y a, on va dire, une conviction journalistique qui est un peu la mienne, que je valide, qui est le rôle du journaliste, c'est de dire, pour faire simple, ce qui ne va pas dans le monde, pour nous informer de ce qui ne va pas, ce qui ne devrait pas être. Tous les événements qu'on vient d'évoquer, comme ce qui se passe en Iran, ça ne devrait pas être. Et donc d'informer les gens autour de toi, voire la planète, de ce qui ne va pas, pour que nous puissions être en capacité, nous citoyens d'un pays, citoyens du monde,
de le transformer par des actions concrètes ou par un vote, par exemple. Donc ça, c'est une mission qui est plutôt OK. Ça, c'est le premier truc. Et finalement, on parle du train qui déraille et pas du train qui arrive à l'heure. Pourquoi ? Parce que le train qui arrive à l'heure, c'est normal. Ça devrait être normal. Et le train qui déraille, ça ne l'est pas. Ça, c'est le premier truc. Je valide à peu près ça. Le problème, c'est que c'est extrêmement anxiogène. Et il y a un autre truc. Et là, quelle est la responsabilité des auditeurs, des téléspectateurs c'est que, en termes d'audience, ce qui marche, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que le média, quand il met en sa une des choses comme ça très dramatiques, eh bien, il va voir, si pour parler d'un journal, il va voir ses ventes monter, par exemple. Voilà. Et une crise va faire vendre de l'info et va faire de l'audience. Regarde les chaînes d'infos en continu en France, par exemple. Leur pic d'audience, c'est sur des moments de crise internationale ou politique. Et on ne se rend pas compte, mais on participe aussi de ce système. Et toi, ce que tu viens de me décrire là, en fait, justement, tu t'inscris pas dans ça et tu vas chercher toi-même quelque chose de plus positif. Je donne toujours la même anecdote pour illustrer ce phénomène. Il y a quelques années, dans un groupe où j'ai travaillé qui s'appelle Canal+, et il y a des gens qui ont dit « Allez, on en a marre de tout ça et on va créer un journal des bonnes nouvelles. » Un journal des bonnes nouvelles. Ça s'appelait le journal des bonnes nouvelles. C'était animé par, de mémoire, Victor Robert et avec une consoeur journaliste, Estelle, qui s'appelait Estelle, je crois. Un bide. ça, je crois que ça même pas. Ouais. Je crois que ça n'a pas fait une saison. Ouais. Ça ne marchait pas. Hein. Les gens veulent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est un peu comme le journal des trains qui arrivent à l'heure, quoi. Oui. Ouais. Et pourtant c'était sympa comme tout. Et donc c'est aussi une réflexion que nous avons à faire de nous rendre compte de ce que tu viens de dire, à savoir qu'en fait sur la Terre il se passe plein de choses merveilleuses, formidables. Bien sûr. Tout le temps. Encore faut-il s'y intéresser. Et pas se lamenter en se disant ah là là, vraiment quand tu regardes, c'est vrai que quand tu consommes les médias au quotidien et notamment les chaînes d'infos, tu as l'impression que la Terre est à feu et à sang. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que toutes ces choses monstrueuses se produisent, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. C'est exactement ce que tu dis. Bien sûr. Donc il faut en avoir conscience pour justement être acteur de ça. Et exactement, c'est une partie de la réalité. Et le truc, c'est qu'à force d'être exposé aux événements les plus terribles, ça finit par composer la totalité de la représentation qu'on se fait de la réalité. Ouais. Et la réalité, c'est aussi et avant tout ce qu'il y a dans notre tête. C'est l'idée qu'on se fait de la réalité. Donc si on est exposé qu'à des guerres, qu'à des crises, qu'à des conflits, qu'à des injustices, le monde finit par être une immense injustice chaotique dans notre tête. Et même si c'est faux, nous, on éprouve les choses comme si c'était vrai. Et c'est désespérant. Ça désespère, parce qu'il y a plein de gens qui disent tu vois, et surtout ça peut te changer toi. Ça peut Bien sûr. Par exemple, ça peut changer concrètement, pour dire les choses, ça peut changer ton vote, par exemple. Ah bah totalement. Puisque ta représentation du monde elle est celle-ci, tu vas chercher une solution à ça qui peut être une solution, par exemple, électorale ou politique. Donc ça a des vraies conséquences. Et moi, quand ma communauté m'interroge sur ça, Samuel, tu te rends compte, l'humanité est vraiment à feu et à sang, où est-ce qu'on va ? Je leur dis, mais attendez, les gars, en fait, c'est comme ça depuis toujours. Oui. Depuis la nuit des temps, l'homme, il peut être un être incroyable de bonté et d'amour. Et puis, ça peut être un destructeur absolu. Voilà. Il suffit de se pencher un petit peu sur l'histoire de l'humanité pour se rendre compte que nous sommes... c'est guerre, crise, épidémie, etc. Donc, l'humanité, c'est ça. Mais ça a toujours été. Sauf qu'aujourd'hui, on est informé. Et on n'a jamais été aussi informé. Exactement. De tout ce qui peut se passer aux quatre coins de la planète. C'est ça. Alors qu'il y a quelques décennies encore, on ne savait pas tout ça. Bien sûr. On était un peu ignorant finalement de tout ce drame. Ouais. Donc on n'a jamais été autant bombardé de mauvaises nouvelles. Il faut apprendre à se protéger un peu. Mais absolument. Pas pour vivre dans le monde des bisounours, vois, mais c'est trop. Bien sûr. On n'a pas été construit biologiquement pour encaisser tous les malheurs du monde. Ah non. On n'a pas assez d'empathie pour ça. Donc c'est normal que ça puisse déclencher des vagues d'anxiété et de dépression, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Normalement, on est censé gérer les problèmes de notre groupe, de notre famille, de notre communauté. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Et donc là, on doit avoir de l'empathie pour l'humanité entière. Et on ne peut pas, on n'est pas construit pour ça, bien sûr. Et moi, dans mon chat, je vois des gens comme ça, ils sont épuisés. Mais je comprends. J'ai des gens qui me disent parfois en revue de presse, Sam, je t'adore, là je m'en vais là ce matin. Ouais. C'est trop. Bien sûr. Et je comprends, ça c'est exactement ce que tu décris. C'est trop lourd à porter et on n'est pas fait pour ça. Tu vois, il y a des gens parfois, notamment parfois les personnes âgées, des petits-fils ou des petites-filles qui disent « Ah non, ma mamie, mon papy, il passe sa journée devant les chaînes d'infos. Et là je leur dis « Oh là là, mais sortez-les de là, surtout. Une chaîne d'infos, ça se consomme, allez, un quart d'heure, une demi-heure par jour, gros maximum. Ouais. Mais t'imagines
te regarder toute la journée une chaîne d'infos, En boucle. bombardée de tout ce qu'on vient C'est un d'évoquer. enfer, bien Mais sûr. c'est affreux à porter. C'est ce que tu viens de dire, on n'est pas fait pour ça. Non, on n'est pas fait pour encaisser tout ça, ouais. Et puis oui, donc par rapport aux chaînes d'infos en continu, en plus de ça, les événements, les faits qui sont rapportés se doivent d'être les plus sensationnalistes et choquants possibles, encore une fois, pour retenir l'audience. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression que quand les gens se documentent et se renseignent, s'informent sur les malheurs, il y a un peu l'impression de contrôler la situation, comme si on pouvait s'en protéger, alors que non, finalement, c'est un peu une illusion. Puis il y a quoi. une façon aussi, il y a un truc qui joue aussi, c'est quand je vois les drames du monde, finalement, je me rends compte que mon quotidien, il n'est pas si... C'est inconscient, ça. Mais tu vois, l'intérêt pour parfois le drame, c'est aussi... Mais je crois que les gens n'ont pas conscience, c'est une façon aussi de se dire mon quotidien est peut-être pas foufou, mais il n'est pas si dramatique. Il y a aussi cet aspect-là. Quoi. Mais on a sans doute à prendre conscience de ça, collectivement, et d'inventer... notre rapport au monde en fonction de ce qui est tout nouveau finalement, le fait qu'on soit bombardé comme ça des nouvelles des quatre coins de la planète en permanence. Ouais, Donc, totalement. Donc il y a un truc. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, quand je dis aux gens, moi, je vous lis les journaux, de la presse écrite, c'est parce que justement, moi, je ne m'informe pas ni sur Internet, ni auprès des chaînes d'infos en contenu, parce que l'immédiateté de l'info qui chasse l'autre, le drame qui chasse un drame. Exactement. Moi, je lis un média qui fait pause toutes les 24 heures, qui est la presse écrite. Alors évidemment, les journaux maintenant sont aussi sur Internet. Mais en gros, c'est ce côté, voilà, en 24 heures, il s'est passé quoi ? Et en 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé d'important ? Et parfois, on me dit, oh, t'as vu ? Il y a ça qui vient de se passer. C'est normal parce que les gens sont très informés. Et je leur dis, alors c'est pas inintéressant, mais vous savez quoi, on en parlera demain. Parce que ça va nous donner 24 heures. Et que ça va donner 24 heures aux journalistes de se renseigner, de faire leur métier. C'est-à-dire de s'informer, d'aller collecter de l'info, de vérifier les infos. Et puis de donner du sens à tout ça. Voilà, et de ne pas être dans l'émotion. Exactement. Voilà, parce que parfois, sur une chaîne info, puisque tu l'as compris, c'est un modèle que je trouve un peu embêtant, même si j'y ai travaillé. Hein, je travaillais 9 ans sur iTélé, qui est l'ancêtre de CNews, donc je connais bien le modèle. Et le problème, c'est une chaîne info, c'est parfois une chaîne qui va te donner une info à 8 heures, parce qu'elle vient de tomber, donc avec peu de recul, tu vois. Donc ça veut dire que si tu la donnes tout de suite, pourquoi tu la donnes tout de suite ? Parce que tu veux la donner avant les autres. Parce que tu veux être le média qui donne l'info avant les autres. Parce que si tes spectateurs se rendent compte que tu donnes l'info une demi-heure avant les autres, les gens vont dire « Ah ben ça, c'est des bons journalistes ». C'est presque l'inverse. Le média qui te donne l'info avant tout le monde, parfois, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis travaillé dans des rédactions, justement, où parfois on avait l'info et on retenait l'info. On pouvait donner l'info avant les autres. Mais justement, le travail journalistique, c'est de prendre le temps, de passer des coups de fil, de vérifier, d'aller se renseigner auprès de plusieurs sources. Je me rappelle la mort de Lady Diana. Tiens, tu parlais de Radio France Internationale. Moi, j'ai vécu ça en direct. Je travaillais la nuit à Radio France Internationale. Et au milieu de la nuit, quelqu'un déboule dans la rédaction. C'était un ou une journaliste et il dit moi, Lady Diana est morte. Voilà, il y a eu un accident sous le pont de l'Alma, là, c'est ça ? Je me rappelle du choc. Tu te rappelles, hein, c'était fort. Hein. Et puis, moi, mon beau-frère ou mon oncle est médecin à l'hôpital. Il a vu Lady Diana morte. On avait l'info. Avant tout le monde. Eh bien, la rédaction a décidé de ne pas donner l'info parce que on voulait avoir plusieurs sources. On voulait être sûr de cette information. Résultat, des confrères ont donné l'info avant nous et nous, on l'a donné après. J'aime bien ça. Parce que parfois, dans ce monde qui va vite, prendre le temps de vérifier, de réfléchir, parfois c'est salutaire pour qu'une chaîne d'info à 8h ne te donne pas une info et à 8h30, l'info complètement inverse, sans s'excuser. Oui, tout à fait. À 8h d'avoir donné une autre info, sans s'excuser. Et si elle s'excuse, ce qui arrive jamais, je connais bien le modèle, si elle s'excuse, de toute façon, les gens de 8h sont plus là. Et donc, c'est les gens qui vont partir au boulot, vont leur faire mieux qu'une info qui est erronée. Il y a un truc qui va pas. Et puis en plus, il y a un phénomène nouveau ces dernières années avec les réseaux sociaux, c'est que les gens se font le relais finalement des médias traditionnels en décidant de mettre en avant certaines informations. Et il y a un truc, et c'est un vrai débat ça, c'est que parfois, on a le sentiment qu'il faut absolument s'intéresser à une information en particulier, une situation, un conflit, une crise, parce que sinon on est irresponsable. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un effet de masse, de conformisme qui fait qu'à un moment donné, c'est cette crise-là, c'est cette guerre-là, c'est ce truc-là auquel il faut s'intéresser. Et si tu parles d'autre chose, t'es à côté de ce qui compte
vraiment, et ceux qui voudraient juste se préserver en évitant d'avoir la tête en permanence dans tel ou tel fait, on peut leur reprocher parfois d'être irresponsables. Et je trouve qu'il y a un vrai débat, parce qu'il y a des gens qui en arrivent à culpabiliser de ne pas suivre, minute après minute, l'actualité de telle situation, telle crise. Donc c'est quoi ton regard, toi, par rapport aux gens qui décident justement de faire un pas de recul, parce que c'est trop éprouvant pour leur santé mentale, et de toute façon, ils ne peuvent rien y faire. Ah bah moi, c'est très clair, vous avez raison. Mm. Pourtant, je devrais dire l'inverse, moi je suis un journaliste, moi je vis de ça. Et je devrais vous dire, non, c'est important d'être informé. Je dis, non, 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 il y a des doses d'information. C'est-à-dire que l'info, c'est de temps en temps, pardon, mais lire un quotidien une fois ou deux fois par semaine, vous allez être au courant de la marche du monde, vous allez être au courant des trucs importants, vous n'allez rien rater. Hein, vous pouvez vous mettre 2 bonnes doses d'infos par semaine. Voilà. Et ça suffit, parce que justement, la vie est ailleurs. La vie, c'est votre vie du quotidien, c'est votre travail, c'est votre famille, vos amis. La vie, c'est ça. C'est bien, bravo de vous tenir informé de ce qui se passe autour de vous, dans la cité, dans le pays, dans le monde. C'est très très bien, bravo à vous, ça fait de vous des citoyens éclairés qui s'intéressent à la marche du monde, et vous n'êtes pas quelqu'un qui reste dans son coin, quelqu'un d'égoïste. Mais effectivement, attention à la dose de ces mauvaises nouvelles que vous prenez. Donc les gens qui veulent se préserver et qui résistent à ce que tu viens de décrire là, une forme de dictature, un peu de l'émotion quelque part, en disant voilà, il n'y a rien de plus important à cet instant que de parler de ça. Je dis si, aller jouer avec un enfant. Puis qui décide quoi ? Qui est l'instance suprême qui décide que c'est ce sujet-là auquel il faut s'intéresser et pas un autre ? L'instance suprême, c'est la morale de chacun. La morale de chacun, c'est la morale de chacun. Et parfois, certains confondent leur propre morale avec la morale en général, en disant voilà ce qu'il faudrait, voilà ce dont il faudrait parler à un instant T, voire, et ça va plus loin, voilà ce qu'il faut penser. Oui, exactement. Oui. Et comme chacun aujourd'hui est émetteur d'informations et émetteur d'une norme finalement, certains, c'est une des choses problématiques sur les réseaux sociaux. Ils ne s'en rendent pas compte d'ailleurs, hein, mais érigent leur système de pensée, leur échelle de valeur en normes, exactement. Et tentent de l'imposer et surtout jettent l'anathème avec une certaine violence sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Et on voit des communautés comme ça sur Internet s'affronter, chevaliers de partout. Tout le monde avec une bannière, et moi j'ai raison, et les autres ont tort. Il y a une disparition de la nuance. Ça, je trouve que c'est une des pires choses de cette époque, en fait, c'est que il n'est plus possible d'être nuancé aujourd'hui sans être taxé, du coup, d'être d'un côté ou de l'autre. On veut que tu prennes parti. Voilà, absolument. Alors que la réalité elle-même est tellement complexe et nuancée, tout est complexe et nuancé. Et quand tu essaies de l'expliquer, cette nuance, la complexité d'une situation, par exemple, internationale, pour parler des crises, moi, je le vis au quotidien, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui va pas dire « Oui, mais toi, t'en penses quoi ?» Je dis « Attends, on est en train d'essayer de comprendre. On va lire sur l'Iran ce matin, on a passé 1 heure à essayer de comprendre ce qui se passait. Et de temps en temps, il y a un cas qui pop, exactement selon ce que tu viens de décrire, et qui dit « Mais toi, t'en penses quoi ?» Je dis attends, on va essayer de comprendre d'abord. Et puis après, peut-être qu'effectivement, je pourrais émettre un avis qui ne sera que mon avis, d'ailleurs, très subjectif. Mais c'est exactement ce que tu décris. Donc, il y a le refus de la nuance ou la non-compréhension de l'importance de la nuance. Et puis, il y a le refus aussi de l'échange. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet qui viennent pour proclamer leurs valeurs, vérifier que tout le monde s'accorde avec cette valeur-là, mais ils ne sont pas là pour échanger. Ils sont là ou pour valider les gens qui pensent comme eux, ou au contraire, porter l'anathème vers ceux qui ne pensent pas comme eux. Et le dialogue alors ? Le dialogue entre gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est essentiel en fait. Et dans une société, elle est composée de plein de gens qui ont des parcours différents, des valeurs différentes, qui sont liés souvent à là où ils sont nés, leur éducation, leur histoire, leur rencontre, leur lecture, leur sensibilité. On est le fruit de tout ça. Et bon, ça nous amène à un moment à porter un système de valeurs. Et donc, on peut peut-être échanger quand même. Absolument. Ça, c'est crucial, le fait que les gens ne sont pas entièrement responsables de ce dont ils pensent et de ce dont ils croient, parce qu'il y a une éducation. On en a l'illusion, mais en fait, on est le produit de plein de choses. Il y a beaucoup de déterminisme, il y a beaucoup d'influence, etc. Donc, parfois, une position peut être influencée par son éducation, son milieu, etc. Et donc, le fait de refuser
d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, c'est refuser la possibilité qu'il puisse évoluer si on lui propose d'autres visions. C'est exactement ça. C'est ce que je regrette aujourd'hui. Une partie des citoyens, notamment ceux qui prennent la parole sur Internet, c'est ça. C'est par exemple, moi, sur ma chaîne, on m'accuse de plein de choses parce que je malaxe une matière qui est un peu compliquée, quoi, qui provoque plein de débats. Et par exemple, quand il y a une problématique politique en France qui est très présente, c'est la progression de l'extrême droite, élection après élection. Et donc, c'est très central dans le débat politique en France. Et sur ma chaîne Twitch, il y a des... Bon, moi, je ne suis pas proche de ces valeurs. Hein, je ne suis pas une recherche de neutralité, moi, sur Twitch. C'est-à-dire que quand on me demande mon avis sur un sujet, je le donne. Je le donne tout en disant, attention les gars, l'avis de Samuel Etienne, c'est quoi ? C'est le fruit d'un parcours, de lecture, d'un lieu de naissance, d'une culture, plein de choses. Et je dis, ça vaut quoi l'avis de Samuel ? Ça vaut rien. C'est l'avis de Samuel Etienne. Et vous en faites ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas une vérité que j'impose au monde. Mais vous voulez mon avis ? Je vous le donne. Donc, par exemple, moi, à titre personnel, mon parcours fait que je ne suis pas proche de ces valeurs-là. Je vous le dis. Mais dans mon chat, il y a des gens qui se proclament électeurs de ce camp-là. Et moi, ces électeurs-là, enfin, ces viewers-là, je suis heureux de discuter avec eux. Parce que j'aime bien cet échange. Je trouve ça important. Parce que je suis persuadé que malgré nos différences, on peut se parler, déjà. Et puis, c'est l'occasion d'échanger des arguments. Et de faire réfléchir l'autre. Ouais. Et de dire, mais pourquoi ? Et pourquoi tu penses ça ? Et concrètement, donne-nous des exemples, etc. Et moi, je crois à ça. Et plutôt que d'insulter ceux qui ne pensent pas comme toi. Et parfois, ça m'est reproché d'accepter le dialogue. Et moi, je serais toujours partisan de ça. C'est-à-dire qu'on peut combattre des idées, mais accepter de dialoguer avec ceux qui se retrouvent dans ces idées. Je trouve ça important. Tu sais, dans une société en France, mais on le voit encore plus aux États-Unis, on parle de société qui se polarise. Oui. Hein, c'est un mot très à la mode. Mais c'est vrai. J'ai l'impression que dans plus en plus de pays, on va vers des sociétés comme ça où justement les pensées se crispent, se cristallisent, se polarisent, avec des gens qui... En France, on a toujours eu la passion pour le débat d'idées et le débat politique, et ça, c'est formidable. C'est ça qui est intéressant avec le peuple français, l'espèce de passion pour la politique. Et c'est formidable. Mais il y a une polarisation qui fait qu'aujourd'hui, justement, pour beaucoup, il y a le refus du dialogue. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que quand il n'y a plus de dialogue, l'étape d'après, c'est quoi ? C'est la violence. Et par exemple, aux États-Unis, c'est ça qu'on est en train de voir. Bien sûr. Moi, ça m'embêterait qu'on aille vers ça. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup au quotidien. Pardon, je suis un peu bavard sur le sujet. Non, parce que ça m'inquiète un peu, cette polarisation extrême. Ouais. Et puis, en fait, les États-Unis, comme toujours, un peu 10 ans d'avance c'est ce qu'on dit sur nous. Et pour moi, le fait que Trump soit au pouvoir aujourd'hui, ça découle aussi d'une sorte de refus du dialogue et d'un rejet en masse de gens qui pensent pas comme nous. Donc je pense que les électeurs de Trump, c'est des gens qui se sentaient un peu méprisés et exclus du débat et qui ont voté Trump d'une certaine manière pour faire entendre leur voix. Et donc on voit le résultat. Peut-être que s'il y avait eu plus d'échanges et de communication, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, où on voit des innocents se faire assassiner en pleine rue, en plein jour. D'ailleurs, tu parlais de l'extrême droite, donc là les États-Unis sont en train de la tester en direct, finalement, et on en voit les extrémités. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. À l'heure actuelle, on peut considérer qu'on est au bord d'une guerre civile aux États-Unis. Ouais, c'est la crainte, ouais. Parce c'est exactement ça. Les agents de l'ICE, donc le service anti-immigration, peuvent à tout moment se retrouver dans une confrontation avec la garde nationale. Et donc là, on aurait techniquement une guerre civile si ça se produit. Il y a des films... Dans l'histoire du cinéma américain, il y a des films qui évoquent, tu sais, cette thèse-là, tu sais, d'une guerre civile aux États-Unis. Il y en a eu quelques-uns. Et, il y a eu Civil War récemment. Civil War. Oui, exactement. Et quand tu vois quand tu regardes Civil War aujourd'hui, et que tu penses à la situation des États-Unis aujourd'hui, et quand tu sais que c'est un peuple qui est armé aussi, tu sais, bien sûr, le rapport aux armes particulier des Américains. Là, dans la presse hier, je lisais un militant qui se présentait comme un militant de gauche aux États-Unis, et qui disait cette phrase qui fait froid dans le dos. Les gens d'en face, il disait les gens de droite, ils oublient un truc, c'est que nous aussi on est armés. Oh
Ouais. Et là, tu t'imagines des scènes où subitement, les gens qui manifestent pacifiquement là, contre les opérations de l'ICE, prennent les armes. Ouais. Et c'est la guerre civile. Effectivement, il y a des gens qui patrouillent aujourd'hui au Minnesota Oui. avec des armes Armés. Et c'est pour protéger en fait leur communauté. Voilà. Et du Des agents coup, de l'ICE. j'ai vu que les élus démocrates de la région, justement, ne cessent de lancer des appels aux manifestations pacifiques parce qu'ils ont bien compris que le risque, ça pouvait être ça, et que c'était peut-être ce qu'attendait Trump, voilà, que justement, il y ait des incidents armés pour déclarer un état d'urgence, et pourquoi pas avec des conséquences sur les élections de mi-mandat, de mid-term. Donc tout ça, on a l'impression que c'est totalement dystopique, une espèce de fiction incroyable, sauf que c'est l'actualité, ça se passe sous nos yeux. On parlait du côté anxiogène de l'info, là on est gâté. Hein. Oui, j'avoue que... Et alors, je pensais à un truc, c'est plus anecdotique, hein, mais donc là, la situation est cristallisée vraiment à Minneapolis, puisque c'est là, donc, il y a 2 civils innocents qui se sont fait assassiner par des agents de l'ICE. Et Minneapolis, c'est la ville de Prince. Ah oui, c'est vrai. Et Prince, il avait un groupe, son groupe s'appelait La Révolution. Prince and the Revolution. The Revolution. Ouais. Je trouve ça très symbolique quand même. Ouais. Parce que si la révolution doit éclater aux États-Unis, il y a de fortes chances que ça se passe à Minneapolis, a priori. Donc, je trouvais le symbole intéressant. Dieu nous en préserve. Alors, est-ce qu'il y a une œuvre dont tu voudrais nous parler parce que tu la trouves particulièrement intéressante ? Alors, je ne te parlerai pas d'œuvre artistique parce que malgré mes efforts, je ne suis pas sensible, par exemple, à la peinture. Voilà. Je suis un peu handicapé au niveau visuel, je pense, et je ressens assez peu d'émotions devant une toile. La musique, plus, tu parlais de Prince, par exemple, ça c'est un artiste qui m'a beaucoup parlé. Mais en fait, moi, l'art qui me touche le plus, c'est la littérature. C'est-à-dire qu'un écrivain qui parle d'un tableau, par exemple, va m'émouvoir par les mots, alors que si je regarde, moi, le tableau, je vais sans doute pas sentir grand-chose. Après, quand je dis œuvre, c'est au sens très très large. Oui. Hein. C'est un film, un jeu, un livre, tout ce que tu veux. Moi, c'est la littérature. Enfin, moi, je suis venu au journalisme par la littérature parce que je suis un amoureux des mots depuis toujours. J'ai pas un talent d'écrivain. Il y a un souffle, il y a quelque chose qui se passe chez l'écrivain qui est un peu magique et que je n'ai pas. Par contre, je suis fasciné par les mots, quoi. Et par exemple, même dans des articles de presse, parfois, je suis bouleversé. Ce matin, dans le dossier que j'évoquais sur l'Iran, il y avait le portrait de 5 manifestantes, parfois très jeunes, tuées. De sang-froid par le régime des mollahs, parfois à bout portant dans le dos, enfin monstrueux. Des jeunes de 17, 23 ans. Voilà. Et il y avait 5 beaux portraits écrits par Delphine Minoui, qui est une franco-iranienne, une journaliste que je connais bien, qui est une spécialiste de l'Iran, qui connaît très bien ce pays. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez... Et j'ai dû m'interrompre au milieu du 3e portrait, parce que c'était tellement fort d'imaginer ces vies de jeunes hommes ou jeunes femmes de 17 à 23 ans fauchés comme ça. Parce qu'à un moment, ces personnes avaient eu le courage de sortir de leur confort, de chez eux, pour aller manifester dans la rue, pour dénoncer un régime politique et de perdre la vie. Alors qu'il y avait plein de projets. Voilà. J'ai dû m'arrêter parce que c'était trop... Et moi, les mots me touchent. Et donc, pour revenir à ça, moi, il y a un écrivain qui m'a touché plus que d'autres. C'est Albert Camus. Okay. Pourquoi ? Parce que quand j'étais ado, donc je lisais beaucoup, et puis la littérature m'a emmené à la philosophie. Quand j'ai découvert la philosophie en terminale, ça a été j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je me suis mis à lire beaucoup les philosophes, et puis les écrivains, et puis c'est un âge où on se pose beaucoup de questions, tu sais. Bien sûr. Sur le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai pas demandé à être là, moi. Alors, c'est quoi le sens de la vie ? Bah, c'est vrai que Camus fait écho à ça. Ah, voilà. Avec l'absurdité. Oui, et ça a été salutaire pour moi. Parce qu'au moment où, justement, je m'interrogeais, voire je désespérais du sens de la vie, je me dis, mais c'est quoi le sens de ce truc, toi ? On est là, faut bosser, parfois on est malade, les plaisirs sont là, mais ils sont rares, il y a de la joie, mais bon, voilà, c'est pas facile une vie en vrai. Parfois, c'est même très compliqué. Et donc, au moment où j'étais dans cette... puis je lisais des philosophes aussi un peu pessimistes, je lisais Schopenhauer, des gens comme ça, qui justement qui expliquaient que la vie, c'était un peu un calvaire, quoi. Et c'est Camus qui va me sauver. Un jour, je lis un livre un peu par hasard, je crois que c'est le mythe de Sisyphe, et il y a une phrase et Camus écrit la seule question philosophiquement sérieuse, ou en tout cas la question la plus essentielle en philosophie, c'est la question du suicide.
Et je me suis dit, c'est qui ce gars? J'ai dit, mais il est fou de dire ça. C'est affreux de dire ça. Faut pas dire ça à un ado, quoi. La question philosophique, je sais plus comment il écrit, mais la plus essentielle, c'est celle du suicide. Et là, il a mon attention. Ouais. Et il enchaîne, il dit, parce qu'en fait, le suicide, c'est la question du suicide, elle pose la question du sens de la vie. Exactement. Souvent, les gens qui mettent fin à leur jour, c'est parce qu'ils ont décidé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue et que leur vie n'avait pas de sens. Et donc, je me dis, oh là, je vais lire ça. Donc, je lis le mythe de Sisyphe, et puis L'homme révolté, qui est un peu la suite, et je finis par comprendre la philosophie de Camus, en tout cas à ma façon, peut-être qu'elle était plus complexe, mais moi, je la comprends comme ça. Camus, il dit quelque part, c'est comme ça que je le résume, hein, la vie n'a pas de sens. Les gars, arrêtez de chercher un sens à la vie. La vie n'a pas de sens. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas s'il y a quelque chose après. Donc, ne cherchez pas un sens à la vie. Bon. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner du sens à votre vie. Et Camus dit par le dépassement. Et il a cette phrase magique dans le mythe de Sisyphe qui est « La lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». C'est-à-dire que le dépassement, alors le dépassement, ça peut être le dépassement pro, ça peut être le dépassement sportif, ça peut être le dépassement en tant que père, mère d'un enfant, dans le cadre de l'éducation, ça peut prendre ça peut être le don de soi aux autres, ça peut être le temps qu'on consacre aux autres, ça peut être plein de choses, le dépassement. Mais le dépassement, la lutte vers les sommets, et les sommets, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément la compétition. La lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Et là, je comprends à ma façon, je mets le truc à ma sauce, je dis, ok, Camus me dit que la vie n'a pas de sens, mais qu'on peut donner un sens à sa vie. Et ça me va. Et il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc le Sisyphe qui pousse son rocher en haut de la montagne, et une fois qu'il l'a fait, eh bien, le rocher roule en bas de la montagne, il faut recommencer. La vie, ça ressemble un petit peu à ça. Parfois, ça n'a pas beaucoup de sens. Et Camus dit, il faut imaginer Sisyphe heureux, la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Et là, je lis ça, et là, je suis en paix. Et je me dis, ok, j'achète. Alors, on achète ou on n'achète pas. Ouais. Mais moi, ça m'a sauvé, quoi. Pour moi, ouais, tu mets le doigt sur ce qui fait l'importance de la philosophie, à mon avis, c'est que il y a des gens qui peuvent être déprimés à l'idée que la vie n'a pas de sens, que tout est absurde, à quoi bon faire tout ça, de toute façon on va mourir, etc. Bon, mais si on voit les choses différemment, comme les existentialistes, voilà, c'était un peu pareil pour Sartre, l'idée que on crée le sens. Si on voit les choses différemment et si on se dit que effectivement, la vie, l'univers, dans l'absolu, tout ça n'a pas de sens, mais le sens, finalement, c'est quelque chose de très humain. Quand on cherche un sens à la vie et à l'univers, on projette quelque chose de très humain. Et en fait, le sens n'appartient qu'à nous, en réalité. C'est ça. Donc, si on décide de créer le sens et d'agir en fonction de ce qui compte pour nous, ça peut sauver une vie. C'est exactement ça. Ouais, bien sûr. Et ça m'accompagne, ça m'a apaisé. Et donc, je me suis trouvé mon sens à moi, donc dans mes petites activités. Donc, il y a le travail, qui est, tu l'as compris, qui est essentiel. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a la famille aussi, qui est très important pour moi, qui est aujourd'hui, qui est peut-être même plus important encore. Et ça m'a rempli mon cœur d'homme. Et je suis bien comme ça. Donc, ton œuvre, ce serait le mythe de Sisyphe. Ce serait ma famille. Non, ouais, c'est le mythe de Sisyphe de Camus, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me parler d'une des expériences les plus intéressantes que tu aies vécues dans ton métier, dans ta vie personnelle, etc. L'expérience la plus intéressante que j'ai vécue, je sais pas trop là. Alors j'ai un truc loufoque. Ouais. Si, je sais ce que je veux te raconter. Je vais te raconter ma rencontre avec des extraterrestres. J'avoue, je suis assez surpris que ça ne te soit pas venu à l'esprit tout de suite, en fait. C'est pas mal pitché, hein. Oui, effectivement. Alors les gens qui nous écoutent, ils disent, ok, le mec, il est vraiment bien fada, quoi. Et pourtant, je vais au bout de mon histoire et c'est pas du troll, hein. Ok. Ouais. Alors, moi, je suis fou amoureux de ma femme, qui s'appelle Hélène, dont je parle très très souvent. On est ensemble depuis 17 ans. Et au début de notre histoire, elle me fait découvrir le Maroc. Non pas qu'elle soit marocaine, mais sa famille est tombée amoureuse du Maroc depuis très longtemps. Alors, c'est des Francs-Comtois, tombés amoureux du Maroc, donc ils vont très souvent au Maroc, ils y ont même vécu longtemps. Et une partie de la famille d'Hélène vit toujours au Maroc. Ils sont tombés amoureux. C'est des Francs-Comtois tombés amoureux du Maroc. Je découvre le Maroc par Hélène. Et donc, on y va souvent, dans les premières années de notre couple. Et puis, un soir, alors, tous les détails sont importants, on rentre d'une soirée. Alors là, les gens vont dire, ok, Samuel nous parlait d'extraterrestres, il rentre d'une soirée, le gars a bu un verre ou deux, il a vu des petits hommes verts. Donc, on rentre d'une soirée, donc c'est la nuit, une soirée où justement, il n'y a pas eu d'excès, et puis il se trouve que mon épouse, elle ne boit pas. Détail important pour la suite. Et on rentre, et au moment où on va chercher la voiture,
je regarde le ciel parce que le ciel, le Maroc est un pays incroyable et t'as des ciels incroyables la nuit, notamment quand t'es un peu à la campagne, enfin, t'as des ciels incroyables. Et donc, je regarde le ciel, je regarde les étoiles, et puis à un moment, je vois un point lumineux, ok, qui part d'un coin du ciel et qui converge, qui se déplace comme ça. Alors, je me dis, tiens, ça peut être... c'est étrange. Est-ce que c'est une étoile filante? Est-ce que c'est un satellite? Tu vois, bon, ok, je vois. Et puis donc, je le suis un peu machinalement parce que je trouve ça curieux qu'une étoile ou que je bouge comme ça de façon évidente, quoi. Je me dis, tiens, c'est marrant ça. Et puis, et le hasard fait que ce point lumineux que je regarde, là, se déplaçait à peu près à allure constante, d'un coup, accélère très très vite, d'un coup, et disparaît vers un point de... Ok. Et je dis à Hélène, c'est incroyable ce que je viens de voir. Elle regarde le ciel avec moi. Et là, qu'est-ce qu'on voit ensemble, tous les deux, au même moment, donc deux témoins, on voit deux autres points qui bougent aussi à deux autres coins du ciel et qui convergent vers le même point de fuite et qui, à un moment, accélèrent tous les deux et disparaissent vers le même point. Je te parle de 3 coins du ciel. Voilà. Et là, je dis à Hélène, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Elle me dit oui. Voilà. Et donc, j'ai plaisir à croire que j'ai vu des ovnis. C'est le cas, je veux dire, par définition. Oui, t'as raison. T'as vu des ovnis. J'ai vu des ovnis. Tu sais pas ce que c'était. Voilà. Ouais. Donc, alors, c'est très étrange parce que je suis pas scientifique, mais quand j'essaie de penser à ce que ça pourrait être, que souvent les ovnis, on se dit, bon, voilà, ça peut être un satellite, par exemple, plein de choses. Mais là, franchement, 3 points aussi distants dans le ciel, hein, et à un moment donné, et qui connaissent ce changement de vitesse très brutal pour converger vers un point unique. Pour le coup, je ne me le suis pas expliqué. Et comme j'aime bien l'idée qu'on ne soit pas la seule intelligence dans cet univers et que le hasard de tout ça fait qu'il y a d'autres formes de vie peut-être moins ou plus évoluées, peut-être très loin de nous, et que peut-être même qui nous observent. J'adore cette idée, je trouve ça marrant. Je me suis dit, ok, ce soir-là, j'ai vu 3 vaisseaux extraterrestres. Voilà, bon, et c'est vrai qu'il y a une conclusion un peu radicale. Ah bah oui, il faut rêver un peu. Parce que tu as commencé comme ça en disant, je t'ai pas raconté quand j'ai rencontré des extraterrestres. Donc, tu as vu des ovnis avec Hélène, mais bon, après, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des drones, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, tu as vu un truc que tu ne t'expliques pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais à l'époque, c'était il y a longtemps, donc il n'y avait pas trop de drones. Et puis, et comme moi, j'ai un fantasme de journaliste, c'est un jour... d'être le premier journaliste, tu vois, c'est des délires que je me raconte comme ça pour m'amuser, qui recevrait en plateau un extraterrestre. C'est-à-dire, tu vois, à un moment, il y a une civilisation qui prend contact avec nous, voilà, et pour des raisons que j'ignore, on arrive à avoir le scoop, tu sais, le premier en plateau, et c'est sur mon plateau. Tu vois, et ça m'a toujours fait marrer d'imaginer ça. C'est un petit délire. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai interprété ce phénomène comme ça, parce que j'ai très envie d'y croire. Que j'aimerais bien que de mon vivant, plus sérieusement, on ait ce contact avec une civilisation extraterrestre, avec une intelligence extraterrestre, avec une forme de vie extraterrestre. Je trouverais ça fascinant. C'est une nouvelle frontière, quoi. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as fait des recherches ou tu t'es documenté? C'est un sujet qui t'intéresse? Ah ouais, ado, par exemple, j'ai eu une période où je lisais plein de bouquins sur les ovnis. Moi aussi. Ado, c'était une passion, bien sûr. Je crois que ça arrive. On regardait X-Files. Oui, mais ma maman était un peu inquiète parce que j'achetais des bouquins un peu bizarres, tu vois, que je trouvais là-dessus. Et ça m'a passé après. Mais j'ai gardé de cette époque vraiment le souhait de le vivre. C'est-à-dire que j'aimerais bien que... Tu vois, j'ai un peu plus de 50 piges, peut-être que je vais encore vivre 40 ou 50 ans, j'aimerais bien vivre ça parce que, waouh, c'est la nouvelle frontière. Et puis, parce que je suis un gars un peu optimiste, je me dis que si on découvre qu'il y a d'autres formes de vie, voire d'autres civilisations, peut-être que ça peut un peu nous rassembler, nous rabibocher, nous faire prendre conscience de notre fragilité, de notre unité aussi. Surtout s'ils sont hostiles, il n'y a qu'à voir Independence Day. Oui, exactement. La meilleure manière de se réunir, c'est d'avoir un ennemi commun. Et oui, et tu vois, je me dis, ça nous ferait prendre conscience que, malgré toutes nos différences, celles qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, tu vois, et qui parfois nous opposent et nous polarisent, en fait, nous sommes un. Et qu'on ferait mieux de se parler, de s'entendre, de faire attention à l'autre. Et peut-être que la découverte de l'autre, vraiment autre, alien, le film, tu vois, il sort du ventre et tout, tu dis alien. Et en fait, peut-être que ça nous aiderait
à nous rassembler. Donc, j'adorerais vivre ça. J'adorerais. Pour le coup, tu sais, je te dis, je regarde pas les chaînes d'infos, moi. Mais alors, le jour où on m'annonce ça, je peux te dire que je suis devant les chaînes d'infos comme un gosse. Je dis, ça y est, c'est le moment, on vit le truc, quoi. Je comprends. Alors, ça implique deux hypothèses. La première, c'est qu'il y ait d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers, ce qui n'est pas une petite hypothèse. Et la deuxième, c'est que si cette forme de vie intelligente existe, elle a développé un moyen de déplacement qui lui permet de traverser des distances intersidérales. C'est ça. Donc déjà, ça, on ne sait même pas si c'est possible tout court. Bah si, Albator... Bon, à part pour Albator, mais on ne sait pas si c'est possible tout court. Et si c'est possible, il faut que ces formes de vie intelligentes aient développé cette technologie. Donc pour moi, ne serait-ce que à cause des distances, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on vivra. Je veux pas briser ce rêve chez toi, mais je pense pas que ce sera quelque chose qu'on verra. Par contre, sur la réalité des ovnis, là, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est un fait que depuis des décennies, il y a des objets qui se déplacent dans le ciel et on ne sait pas toujours ce que c'est. Et il y a quelques années de ça, j'avais fait une série de vidéos en partenariat avec le GEPAN. Donc le GEPAN, voilà, c'est une branche du CNES qui est consacrée aux ovnis. Le groupe qui observe tous ces phénomènes. Le PAN, c'est les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Enfin voilà. Et donc, j'avais rencontré le président du GEPAN à l'époque. Donc c'était il y a peut-être 8-9 ans, donc c'est plus le même président aujourd'hui. Et je lui avais posé la question, qu'est-ce qui l'avait amené à travailler dans ce service-là? Et lui m'avait expliqué que c'était évidemment la curiosité, l'envie de savoir. Il voulait savoir si dans les dossiers du GEPAN, il y avait des éléments probants, tu vois. Et donc, ça a été une déception pour lui, puisque dans 95% des cas, on peut... expliquer. On peut expliquer, on peut éliminer les possibilités de vie extraterrestre par des phénomènes météo, par des illusions, par des affabulations. Enfin, il y a 1000 manières d'éliminer l'hypothèse la plus extravagante, quoi. Mais ce qui est intéressant, évidemment, comme toujours, c'est la petite partie. C'est les 5%. Qu'on n'explique pas, voilà. Et aujourd'hui, on sait, grâce à tous ces fichiers qui ont été rendus publics, toutes ces archives de la NASA et même du Pentagone, qu'il y a des phénomènes que l'armée elle-même n'explique pas. Et ça, c'est quand même fascinant. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la manifestation d'une intelligence? Et si c'est la manifestation d'une intelligence, est-ce que c'est une intelligence extraterrestre? Est-ce que c'est une intelligence interdimensionnelle? Est-ce que c'est des gens qui viennent du futur? Enfin, il y a 1000 hypothèses, en fait. Il y a 1000 hypothèses. J'adore ça. Ou alors, c'est tout simplement des phénomènes qu'on n'a pas encore expliqués. Ça, c'est très possible aussi. Mais oui, c'est un sujet qui est forcément fascinant. Mais ce sera... Moi, je pense qu'au soir de ma vie, j'aurais pas trop de regrets. Mais si j'en ai un, ce sera celui-là. Je vais dire, moi, j'ai pas vécu ça. J'aurais bien voulu que, tu vois, qu'on ait... Au moins, t'en as vu des ovnis, c'est déjà pas mal. Je crois. Je vais être un peu prudent par rapport à ce constat, mais j'aimerais bien le vivre, quoi. On verra. Je comprends. Alors, est-ce qu'il y a un lieu dans le monde qui t'a particulièrement étonné? Ah ouais. Alors, quand j'étais jeune journaliste, notamment à Canal+, c'est une époque marrante parce que j'étais célibataire, pas d'enfant, et puis je commençais à avoir un salaire, tu vois, donc je pouvais en faire un peu ce que je voulais. Et ben j'ai pas mal voyagé. Je voyageais seul. Je prenais souvent, quand j'avais des vacances, je prenais une semaine, 15 jours, et je prenais un billet pour une destination. En général, je prenais pas le retour. Et puis j'allais un peu... Et donc, puis en plus, c'était une époque où on réfléchissait pas tellement encore à notre bilan carbone. Tu vois, on parlait pas de tout ça. Donc, aller à l'autre bout du monde pour voir ce qui s'y passait finalement. Aujourd'hui, je me poserais plus de questions par rapport notamment à mon bilan carbone, tu vois, par rapport à tout ça. Mais bon, à l'époque, on le faisait sans trop penser à tout ça. Et donc, j'allais en Amérique latine beaucoup. J'ai découvert le Chili, le Guatemala, le Honduras, le Belize, le Brésil, dans le coin. Je suis beaucoup allé en Asie aussi, tu vois, j'allais loin. Je voulais voir comment étaient les autres, ce qui s'y passe. Je suis allé aussi en Israël et dans les territoires palestiniens aussi, parce que comme j'étais journaliste et qu'on en parlait beaucoup à l'époque, on parlait du processus de paix israélo-palestinien. Depuis quelques années, on ne parle plus du processus de paix, mais c'était l'époque des accords d'Oslo, tout ça. C'est le moment où il y avait l'espoir de la paix. Mais il y avait aussi la violence, il y avait des attentats. Et j'en avais marre de parler d'un truc au quotidien. Voilà. Donc je suis allé sur place. J'ai pris pendant les vacances. Je suis allé à Tel Aviv, je suis allé à Jérusalem, je suis allé en Cisjordanie, à Gaza.
J'avais des copains journalistes qui étaient correspondants là-bas et qui m'accueillaient et puis qui m'emmenaient voir des trucs, quoi. Et puis j'ai parlé des Israéliens avec des Palestiniens. Bon, et puis parfois je faisais des choses aussi un peu plus touristes, quoi. Je suis allé en Australie, je suis allé... Et, euh, et donc j'ai pas mal voyagé. J'ai bien aimé ça. Puis après, il y a eu les enfants, tout ça, puis tu vas un peu moins loin. Je tombe amoureux de la Corse. Mais tout ça pour te dire que si je devais choisir un endroit dans le monde, pourtant j'en ai vu, bah, l'endroit où je voudrais être, tu vois, si on me dit, tiens, il te reste 5 minutes à vivre, tu voudrais être où? Et je dirais Quiberon, Ah, je l'ai pas vu dans le arriver. Je Morbihan. l'ai pas vu venir. Mais ouais, et tu vois, c'est ça qui est incroyable. Mais c'est magnifique le Morbihan. Mais oui, Bah oui. On rit parce que c'est proche, oui, c'est ça techniquement. qui est drôle. Mais il y a des gens qui vivent à 20 000 km du Morbihan et Mais- pour qui c'est exotique. Et oui, et moi, Bien sûr. le Morbihan, moi, c'est toujours exotique. C'est-à-dire que c'est un endroit que je connais bien parce que, enfant, j'y passais mes vacances parce que mes parents avaient un petit appartement à Quiberon, donc au bout de la presqu'île, parce que c'est justement un côté magique de Quiberon, pour ceux qui ne connaissent pas. Quiberon, c'est une presqu'île. Donc, c'est une avancée de la terre dans la mer. Donc, c'est à la fois la terre et en même temps, c'est quelque part déjà une île, une presqu'île. Et quand tu es au bout du bout de Quiberon, ça s'appelle la pointe du Conguel, eh ben, tu es avancé comme ça dans la mer. Et c'est troublant parce que moi, je suis un breton, mais je suis un breton des terres, je suis un breton de Rennes, je suis un breton de l'intérieur. Et donc, j'ai un rapport à la mer, je suis fasciné par la mer, mais comme un terrien peut être fasciné par la mer, quoi. Ouais. Je suis pas un habitant, je suis pas un côtier, moi. Et du coup, Quiberon me ressemble beaucoup parce que t'es dans la mer, t'es très avancé dans la mer, comme si tu avais navigué pendant un moment, quoi, mais t'es dans la terre. Et donc, j'ai aimé passionnément cet endroit. Je dis j'ai aimé parce que j'y vais plus beaucoup, parce que c'est un peu loin de Paris, et puis mon épouse, elle aime le chaud et le sec. Alors j'ai D'accord. du mal à lui vendre la Bretagne. Bon. Ouais. Mais c'est un endroit qui a compté énormément pour moi, et notamment l'hiver. L'hiver, quand tu es sur une partie de Quiberon qui s'appelle la côte sauvage, qui est le côté de la côte de Quiberon la plus exposée à la mer, du coup à l'océan de ce côté-là ou pas? Ouais, je dirais ça, je suis nul en géo. Enfin, bref, on va dire la mer. Et là, l'hiver, tu as des paysages incroyables où la couleur du ciel et la mer est la même. Et le ciel et la mer se confondent, c'est la même couleur, c'est gris, vert. T'as des tempêtes incroyables sur la côte sauvage, qui s'appelle pas sauvage par ailleurs, où la baignade est interdite. Chaque année, il y a des morts parce qu'il faut pas se baigner là. Et je me rappelle de moments comme ça, où dans un... c'est pas il n'y a pas de construction sur la côte sauvage, mais tu as quelques constructions quand même. Tu as quelques maisons, et puis il y a un restaurant ou deux qui sont un peu bâtis sur des bouts de rochers comme ça. Et je me rappelle comme ça de moments où tu prends un café à l'abri derrière les de grandes baies vitrées, et dehors, tu as ce spectacle-là, quoi. Et à l'époque, j'étais encore fumeur, je pense, je fume plus longtemps, mais pour moi, c'était une espèce de moment parfait avec un café, une clope et un bouquin. Ouais. Et dehors, la mer, elle est... Voilà. Je me suis jamais... Mais oui, mais voilà. la Bretagne, c'est sublime. Et de toute façon, quelle région de France n'est pas sublime? Oui. Quand tu cherches bien, il y a des coins extraordinaires partout dans ce pays. Donc, Mais ce qui est top, c'est qu'un paysage, il va te toucher toi plus qu'un autre, parce que quelque part, il te parle. Tu bien sais, sûr, ouais. ce qu'on disait tout à l'heure, la singularité de chacun. Et en fait, par un moment, tu es touché, alors par une pensée, par un livre, par une œuvre d'art ou par un paysage, parce qu'il va rentrer en résonance avec quelque chose en toi. Et donc, je cherche pas trop à analyser ça, parce que je pense que c'est dur à analyser, mais je ne me sens jamais aussi bien que là. Eh ben, tu vois, moi, depuis quelques années, je suis de plus en plus touché et attiré par les paysages de montagne, alors que donc, je suis né à Avignon, c'est pas forcément une région qui est réputée pour ses montagnes, à part le Ventoux. Et à chaque fois que je vois un paysage de montagne, notamment quand je vois des photos du centre de la Suisse, je me dis, mais... Ça te fait quelque chose. Je me dis, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. Ce paysage m'appelle. C'est mystérieux, ça. Hein. Ben oui, parce que je n'ai pas grandi avec ces visions-là, mais quand je les vois, je me dis... C'est sublime, c'est ce que je veux voir maintenant. Donc oui. J'aime bien ça, tu vois. Pas toujours d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Moi, la montagne, par exemple, ça me fait rien. Ça, c'est marrant. Mais non. Alors, j'aime bien skier. Surtout, j'aime bien emmener les enfants maintenant au ski de temps en temps, parce que ça mimi, tu vois. Mais tu vois, c'est pas des paysages qui me touchent. Dans l'absolu, je sais que c'est beau. Tu vois. Mais ça te touche pas. Ça me touche pas. Cette pierre. Et par contre, la mer en Bretagne, alors ça me bouleverse. Ok. Voilà. Je comprends. Hein. Ça marche aussi, hein, la mer. Hein. Je fais pas une opposition entre les deux. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une chose
intéressante te concernant que peu de gens savent. Moi, j'ai des idées en tête que je peux te suggérer. Alors, le truc, c'est que depuis que tu es sur Twitch, forcément, tu partages des choses très intimes. Ouais, bah, Mais je me dis qu'il y a peut-être des spectateurs, spectatrices de Questions pour un champion qui ne savent pas forcément déjà que tu as un tatouage de Yakuza dans le dos. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'est quand même incroyable. Ça, c'est une vraie c'est une passion, et que je pensais éteinte et qui ne l'est pas, qui est en train de repartir. Le tatouage, là aussi, tu vois, on parlait des mystères. Pourquoi une œuvre littéraire va te toucher? Pourquoi un paysage va te toucher? Pourquoi à un moment, tu vas avoir envie de te tatouer? Et ben pour moi, c'est le même mystère. Jusqu'à mes 30 ans, c'est venu tard, le tatouage, pour moi, c'était un truc, ça m'intéressait pas, je trouvais ça vaguement vulgaire, je comprenais pas l'intérêt. Pourquoi se tatouer? Et un jour, je rencontre ma petite amie de l'époque, et c'était ma première petite amie tatouée. C'est la première fois que je voyais quelqu'un tatouer vraiment, en fait. Et je trouve ça magnifique. Le fait d'être tatoué. Subitement, il y a un truc qui me touche, que après je vais analyser, sur lequel je pourrais mettre plein de mots, mais vraiment, je suis touché. Et donc, c'est une petite graine qui se met dans mon esprit. Et puis, quelques années plus tard, je vais faire mon premier tatouage, qui est un tatouage de dragon. Pourquoi un dragon? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est un truc qui s'impose à moi. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. C'est un dragon et c'est rien d'autre. Okay. Et je ne sais pas pourquoi. Alors du coup, je m'invente des histoires. Je me dis que dans une autre vie, j'ai été un dragon, ou que j'étais un gardien de dragon, ou j'étais un chasseur de dragons, ou tu vois, c'est comme les extraterrestres, j'aime bien me raconter des histoires. Okay. Mais je ne sais pas pourquoi. Et surtout, je vais en faire un, et puis je vais en faire 2, et 3, et 4, et toujours des dragons. Okay. Et de plus en plus gros. Donc je commence par un dragon qui couvre, on va dire, mon pectoral droite et mon épaule droite. Quelques années plus tard, je vais faire... je m'y perds. Je ne sais plus, j'en ai trop. Il est à droite, celui-là? Oui, je ne sais plus. À gauche, un grand dragon qui va me couvrir tout le flanc gauche, qui va partir de l'épaule gauche, couvrir tout le côté gauche du corps jusqu'à la fesse. Encore un dragon. Quelques années plus tard, en général, tous les 4-5 ans. Tu vois, ça commence à 30 et puis on arrive à 50. C'est à peu près ce rythme. Je vais me faire un énorme gros dragon à droite, toujours avec un tatoueur différent. Ah oui, mais c'est une obsession, quoi. Une obsession. D'accord. Là, je n'ai envie que de ça. Et puis, pour le dernier The Event, qui est un événement caritatif sur Twitch, où il faut lancer des défis un peu fous pour que les gens donnent de l'argent pour les associations, donc chaque fois on essaie d'inventer des trucs, je décide de me faire tatouer en direct un 4e gros dragon qui est dans le dos, puisque jusqu'ici le dos était à peu près épargné. Et la tatoueuse, qui du coup est une tatoueuse de Montpellier, puisque le The Event se passe à Montpellier, a la bonne idée de faire en plus un dragon qui peut se poursuivre. Donc pendant une séance de 4-5 heures, on fait un tatouage de dragon qui va à peu près couvrir un quart du dos en haut, sauf qu'en fait il est pensé pour se poursuivre, et il va se poursuivre dans les prochains mois, pour que d'ici l'été prochain, j'ai un immense dragon qui me fait tout le dos. Donc et moi, je pensais il y a quelques années que c'était fini, parce que l'appel du tatouage est très mystérieux. Pourquoi tu te tatoues? Tu sais pas. Pourquoi tu veux pas te tatouer? Tu sais pas. Pourquoi les dragons? Tu sais pas. À un moment, je m'étais dit, c'est fini. Ouais. D'autant que c'est une souffrance à chaque fois, parce que bah oui. Le tatouage, c'est quand même un truc très bizarre. C'est que le tatouage, c'est comme une aiguille qui rentre dans ta peau, mais des milliers de fois, pendant des heures. Une séance, c'est 3-4 heures, et puis ça peut durer beaucoup plus. Une grosse pièce, c'est une quinzaine d'heures d'aiguille, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est jamais une partie de plaisir. Donc à un moment, tu te dis, notamment après mes dernières grosses pièces, c'est terminé, j'ai eu ma dose de souffrance volontaire. Eh ben non. À un moment, ça revient, et tu sais pas pourquoi. Ouais. Alors j'ai essayé de l'analyser, ça, et je me dis que c'est une forme d'appropriation de son propre corps. Tu vois, ton corps, tu l'as pas choisi. C'est la loterie de la génétique. Et t'es comme ça. T'es grand, t'es petit. T'es costaud, t'es maigrichon. Ouais. Voilà. Mais bon, t'as pas forcément le corps que t'aurais pu choisir si t'avais voulu choisir, quoi. Moi, je me serais bien ajouté 10 ou 15 cm. Tu vois, je suis pas très grand. Mais à un moment, te tatouer, c'est accepter son corps. Oui, c'est toi qui choisis. Voilà, c'est se l'approprier et dire, voilà, tu le customises un peu, et surtout c'est une façon d'accepter ton corps, de te l'approprier. Et puis il y a un côté aussi talisman. Ouais. Tu vois, c'est une forme de protection aussi contre les agressions extérieures. Donc là, ça veut dire que tu as le corps couvert de dragons. Maintenant, ça commence à faire un peu, ouais. Et est-ce que c'est des dragons qui sont tatoués dans un style particulier? C'est des dragons chinois? Un peu asiatique, ouais.
D'accord. On est sur. Alors moi, j'aime bien aussi que le tatoueur s'approprie mon envie. Donc, mes 4 dragons ont été tatoués par 4 personnes différentes, dans des villes différentes. Et à chaque fois, je viens avec un projet. Je dis voilà, moi j'ai envie d'un dragon à peu près comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Et j'adore l'idée. Et souvent, le tatoueur me fait une proposition qui ressemble pas forcément à ce que je voulais. Et souvent, je suis cette idée parce que le tatouage, c'est aussi une rencontre entre un artiste qui est le tatoueur et un tatoué. Ouais. Et donc, donc, les 4 ont quand même une dimension plutôt asiatique, mais sont dans des styles assez différents. En revanche, il y a une vraie unité parce que d'abord, c'est que des dragons et ils sont tous dans des dégradés de bleu. Parce que ma couleur, c'est le bleu. Là, on ne voit pas, mais j'ai des chaussures bleues, des chaussettes bleues, un pantalon bleu, Effectivement. un sweat bleu et un t-shirt bleu. En fait, j'adore le bleu. Je pense que c'est peut-être la Bretagne aussi. Ouais. Et mes dragons sont bleus, noirs, avec des dégradés de bleu et noir. Donc, ils sont. Il y a aussi cette unité, tu vois, qui fait qu'il y a une espèce d'unité, oui, entre ces 4 dragons qui se racontent une histoire, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, et qui se poursuit. Et est-ce que ça t'a déjà valu des réactions fortes, ces tatouages? Non. À la plage, par exemple, Non, ou ce genre de... non, il y a souvent de la surprise parce que les gens qui ignorent ma passion pour le tatouage sont un peu surpris. Ouais. Parce que, en plus, j'ai fait des tatouages qui sont socialement invisibles. C'est-à-dire, je m'explique, quand je suis en short, par exemple, et en t-shirt, pour courir ou l'été, en fait, aucun de mes tatouages ne se voit. Ok. Il n'y a rien, il y a aucun tatouage qui déborde sur des parties visibles dans la vie du quotidien. Tu vois, j'ai rien sur les bras. J'ai à ce jour rien sur les jambes. À ce jour, c'est vraiment c'est le tronc et voilà. Et parce que je le fais pour moi. C'est vraiment un truc très personnel, très pour moi. J'ai pas forcément envie d'imposer cette DA, ces choix artistiques aux autres, notamment dans des métiers en plus, moi, où je m'expose beaucoup, tu vois. C'est vraiment un truc très personnel et j'aime bien le côté un peu mystérieux de tout ça. Et du coup, quand les gens les découvrent, parce que je les ai très peu montrés, souvent je les ai montrés pour des raisons caritatives, justement, pour que les gens donnent de l'argent. La première fois que j'ai montré mes tatouages, c'était aux The Event, justement, l'édition d'avant, en disant voilà, tant de dons, je vous montre mes tatouages, ce que j'avais jamais fait. Et puis l'édition d'après, je suis allé plus loin et je me suis fait tatouer. Donc oui, il y a des réactions de surprise en disant waouh, en fait c'est un yakuza et ça on savait pas. Mais jamais par contre très peu de réactions de rejet quoi. Ok. Mon épouse par exemple, qui est pas du tout intéressée par le tatouage, ça la gênerait pas que je ne sois pas tatoué, mais ça ne la gêne pas que je le sois. C'est-à-dire, ça va avec le bonhomme et ça la gêne pas quoi. Alors que, heureusement. Bon, après elle est très, elle est très compréhensive quoi. Ok. C'est l'une de ses qualités. Ouais. Si tu pouvais avoir accès à une statistique sur ta propre vie, laquelle ce serait? Ça c'est facile. Je voudrais à n'importe quel moment et encore plus au soir de ma vie, tu vois, quand je sens que ça va s'en aller, avoir une comptabilité des moments heureux. Chouette. Bah ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, tu vois. La vie, c'est une collection de moments heureux, entrecoupés de moments moins sympas. Le travail qui est parfois compliqué, les soucis, les maladies parfois, les accidents. Et moi, j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance parce que à ce jour, la vie, elle m'a plutôt épargné. Tu vois, genre, comme tout le monde, j'ai connu des trucs moins sympas que d'autres. Mais il faut avoir vraiment l'intelligence de reconnaître que certains sont beaucoup plus exposés que toi, beaucoup plus touchés, beaucoup plus marqués par les drames de la vie. Quand tu es journaliste, il suffit d'ouvrir les journaux. Et donc, je trouve que j'ai beaucoup de chance et que je suis vraiment épargné. Et de temps en temps, justement, dans ta journée, il va se passer un truc, tu vas dire waouh, la vie vaut la peine d'être vécue. Et en fait, j'aimerais bien un petit compteur de ça parce que je crois qu'on oublie en fait. Bien sûr. Tu vois, là, on se focus sur les choses qui vont pas. On parlait du biais de négativité tout à l'heure, c'est très réel. Bien sûr qu'on oublie les bons moments. Et oui. Et donc, j'aimerais un petit compteur qui me le rappelle. Et je crois qu'on serait si on avait tous un compteur comme ça, on serait surpris en fait du nombre de moments, de beaux moments. D'où d'ailleurs l'utilité le soir de se faire un petit récap. De repenser à ce qui s'est passé de chouette dans la journée, parce que ça fait du bien. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Bien sûr, moi je ne le fais pas, et il paraît que c'est super de faire ça. C'est un super exercice parce que ça permet de prendre conscience, en fait, des bonnes choses que tu vis, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à les enfouir un peu sous les choses plus difficiles, parce qu'on a ce biais de négativité, on se concentre sur ce qui ne va pas, ou sur ce qui nous déplaît.
Et quand on fait cet exercice-là, ça permet de Tu prendre le fais, conscience toi de toutes les bonnes choses. Moi, je le fais autant que je peux. Ah, c'est bien ça, parce que moi, je le fais pas, ça. Et puis, en plus, ça fait du bien de le faire avant de s'endormir parce qu'on s'endort Mm. sur quelque chose de positif. Et puis, tu vois, ça peut contrebalancer justement les choses un peu plus sombres. Ça, qui sont, j'ai rencontré des gens qui faisaient cet exercice, tu vois. ouais. C'est intéressant que tu le fasses aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais pas, mais je trouve ça très intéressant. Alors après, moi, je trouve une autre technique pour m'endormir le soir qui est radicale. Mhm. Parce que je m'endors très très vite maintenant. Donc moi, je suis devenu papa un peu sur le tard, parce que j'ai rencontré mon épouse assez tard. Et donc aujourd'hui, je suis papa de 2 petits garçons qui s'appellent Malo et Solal, qui ont 9 et 5 ans. Ok. Bientôt 6, dans quelques jours. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être père. Après, c'est un truc très personnel, tu vois. L'envie d'avoir d'enfants, tu vois, c'est pas un chemin de vie obligatoire, mais moi, je trouvais que ça passait par là. J'avais très envie de connaître ça, et ça m'a changé la vie. C'est-à-dire que au quotidien, c'est une source de joie Bien sûr. et de bonheur et d'amour. T'es papa? Oui. Donc tu sais. Mais j'ai toujours eu envie de ça. Donc je l'ai connu très tard parce que je cherchais la maman et je la trouvais pas. J'ai toujours eu envie de ça, mais jamais j'aurais imaginé que ça puisse être aussi fort et aussi beau. Mm. Donc j'ai 2 petits garçons qui sont juste incroyables. Et le soir, je me couche un peu après eux. Ouais. Mais je pense à eux, à la chance que j'ai de les avoir, de l'innocence de leur regard sur le monde, de leur complicité entre eux, de la gentillesse qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de nous. Et je m'endors en quelques secondes avec ça, tu vois, parce que donc j'ai même pas besoin de penser à ce que j'ai pu avoir de sympa dans ma journée, parce que ce que j'ai de mieux, c'est quand je les vois le matin au petit-déj, quand je les retrouve le soir quand ils rentrent de l'école, Bien et sûr. leur jeu, leur course Ouais. dans le couloir, Ouais. leur bêtise aussi. Ouais. Et waouh, c'est vraiment ce que j'ai de plus beau, quoi. Bah oui. Bah, c'est effectivement, quand on a des enfants, c'est à la fois la plus grande source de bonheur et de joie, et en même temps la plus grande source d'anxiété Oui, sans et doute. de stress, forcément, parce que bah, on imagine ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis un anxieux voilà, chronique. Et donc, il y a les deux. Il y a cette ambivalence, quoi. Ah, moi, j'ai Donc, pas le ouais. côté. Alors, peut-être parce que les miens sont petits. Le mien aussi, hein, il a 5 ans. Ah oui, donc toi, ouais. tu as ça. Bah ouais. Alors moi, je l'ai pas. Bah tant mieux, C'est vraiment, mon- ça vaut Ouais, ta mais chance. c'est vrai. Alors là, Ouais. j'en prends conscience. Ouais. La peur que j'ai, c'est que parfois, c'est par exemple que je m'en aille brutalement. Ouais. Et que du coup, je puisse pas les accompagner comme je voulais les accompagner, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je suis devenu très prudent dans ma vie. Moi, j'ai été un peu casse-cou à une époque. Oh, c'est super intéressant que tu dises ça. Parce que, bon, Dis. on a bah, quelques années d'écart. Moi, j'étais papa à 40 ans. Donc toi, du coup, à 49. 40. Attends, 47, je crois. Ok. 47, je crois. Bon, déjà, Oui, c'est ça. avoir un premier enfant à 40 ans, c'est sportif. Hein. Donc, j'imagine qu'à 47, ça l'est encore plus. Mais toi, tu cours, t'es marathonien. Ouais, j'étais très sportif. Donc voilà, on n'a pas le même cardio déjà. C'est pas la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est un truc auquel je pense souvent. Avant d'avoir des enfants, on vit pour soi. Oui. Et puis, à partir du moment où on a un enfant, moi, je sais que je me perçois plus comme moi, mais je me perçois comme le papa de Pareil. mon fils. Pareil. Et donc, quand je fais attention, globalement, dans la vie, c'est parce que je dois protéger le papa de mon fils. Pareil. Donc voilà, il y a une espèce de Aujourd'hui, dédoublement comme ça. c'est exactement ça. Avant, je vivais pour moi. Et aujourd'hui, ma principale raison de vivre, c'est au-delà même des enfants, c'est pour la famille, tu vois. C'est aussi, j'englobe Hélène dans cette équation-là. Ouais, bien sûr. Je vis pour ça, je vis pour la famille. Ouais. Et toutes mes actions, chaque jour, sont pensées en fonction de ça. Et ça me rend très heureux. Par exemple, moi, j'ai fait 30 ans de moto, je suis un fou de moto. Je me suis déplacé comme toute ma vie. Bah, j'ai arrêté la moto. Parce que j'adore la moto, mais que ça reste un moyen de transport accidentogène. Bien sûr. Et donc, j'ai arrêté la moto. Il y a des moyens de transport comme ça que je prends jamais. Je prends même parfois pour des tournages ou des prods, on m'a proposé de prendre l'hélicoptère. Je prends pas l'hélicoptère. C'est marrant parce que ça veut dire que tu prends plus soin du papa de ton fils que de toi-même. Oui. C'est hyper intéressant. Et même dans mon ça. alimentation, bon, je fais moins de sport. Tu parlais du sport. À une époque, j'étais un fou de sport et de course à pied et de triathlon. Aujourd'hui, moins parce que je manque de temps. Ouais. Parce que le travail a pris beaucoup de place. Et puis la famille aussi, elle prend du temps. Bah oui. Donc je fais moins de sport. Mais de temps en temps, j'arrive à me faire violence pour faire du sport. Et je fais pas et c'est pas pour moi. C'est parce que je suis un papa. Je suis devenu papa tard, tu vois. Et donc je veux garder une forme physique pour être à la hauteur
des défis du quotidien, tu vois, de jouer avec les enfants, faire du sport avec eux, pouvoir les prendre dans mes bras, même s'ils grandissent. Bien sûr, Et quand je sens que je faiblis un petit peu au niveau de ce tonus, en fait, aujourd'hui, je continue à faire du sport, mais pas pour moi, quelque part pour la famille. Je comprends. Ouais. Dernière question. Tu es coincé dans une boucle temporelle à la un jour sans fin, mais tu peux choisir le jour que tu vas revivre encore et encore, c'est lequel ? C'est très précis pour le coup. C'est il y a très longtemps, je devais avoir 18 ans, je venais d'avoir 18 ans à l'époque. C'était l'année de mon bac. Et j'étais très proche de ma maman que j'ai perdue trop tôt. J'ai perdu ma maman il y a un petit moment déjà. Et donc, comme beaucoup de garçons, j'étais très proche de ma mère. J'ai des parents très, très aimants tous les deux. Donc, j'ai des bons souvenirs liés à ça. Mais j'étais très proche de ma mère. On avait beaucoup de moments complices tous les deux. On se faisait des salons de thé, des goûters. Elle m'a transmis sa passion pour le café. C'était une grande caféinomane. Je suis un grand caféinomane. Et on était très, très proches et très complices. Et puis, il était très fier de ses enfants. Puis, elle était très fière d'eux aussi. Et puis, à l'école, on était un peu comment dire, tous les trois, on y allait tranquillement, quoi. Tu vois, on n'était pas... on a fait des scolarités qui n'étaient pas catastrophiques, mais on n'était pas non plus les premiers de la classe, quoi. Sauf qu'à la fin du lycée, je me suis mis à bosser un peu, parce que les matières ont commencé à m'intéresser, français, philo, tout ça. Et puis j'ai commencé à avoir des bons résultats, ce qui était un peu nouveau. Et donc j'étais un bon lycéen, première terminale, ça marchait bien. Et puis je sais pas pourquoi, à 18 ans, donc à la sortie du bac, en 1989, je passe le concours de Sciences Po Paris qu'on pouvait passer à l'époque après le bac. Donc je me prépare assez sérieusement pour ce truc parce que je m'étais dit je veux rentrer à Sciences Po Paris. Bon, c'est un concours et le concours c'est aussi une histoire de chance. Et j'ai le concours. Et je me rappelle, à l'époque il n'y avait pas internet, tout ça. Et donc un jour je rentrais à la maison, je ne sais pas où j'étais, et dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre avec le cachet de l'Institut d'études poétiques de Paris. Je me rappelle encore le logo sur l'enveloppe. Voilà, dans la boîte aux lettres, je monte l'enveloppe à la maison, dans la cuisine, et j'ouvre cette lettre, et cette lettre me dit que je suis reçu à Sciences Po Paris. Ce qui, à l'époque, au vu de mon histoire personnelle et mon rapport à l'école, était un peu inespéré, quoi. Et je me rappelle du moment où maman me rejoint. C'était pas une... c'était pas quelqu'un forcément qui était... l'amour était très, très, très puissant, très fort, mais pas forcément très expansif, tu vois. On n'était pas une famille où on se disait qu'on s'aimait déjà. Et puis on n'avait pas besoin de se le montrer parce que c'était évident, mais il n'y avait pas beaucoup de démonstration d'amour. Mais la fierté et la joie dans les yeux de cette maman-là, ça, je crois que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu, tu vois. Et je pense que ça l'a illuminé parce qu'elle avait, tu sais, il y a des parents qui donnent tout pour leurs enfants et maman faisait partie de ces gens-là. Et ce jour-là, je me suis dit qu'elle a dû se dire qu'elle n'avait pas fait pour rien, quoi. Donc, ouais, c'était une chouette journée. Je t'accorde ce jour en boucle. Merci Samuel d'avoir été mon invité. Merci à toi, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Bah écoute, c'est le but, donc c'est très bien. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain.